La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait les pensées troubles de Camille Bernard. Assise derrière son bureau de chêne massif, elle fixait la lettre posée devant elle, ses doigts tremblant imperceptiblement alors qu'elle relisait pour la 10e fois les mots qui allaient bouleverser sa vie à jamais. « Mademoiselle Bernard, nous avons l'honneur de vous inviter à rencontrer Monsieur Étienne Marchand, CEO de Marchand Énergie, dans le cadre d'une proposition de mariage qui honorerait nos deux familles. » Les mots dansaient devant ses yeux noisettes, chaque syllabe résonnant comme un glas dans son esprit. À 26 ans, Camille avait toujours cru qu'elle choisirait son propre destin, qu'elle épouserait par amour, comme dans les romans de Jane Austen qu'elle chérissait tant. Mais la réalité venait de la rattraper, avec la brutalité d'une lame. « Camille, ma chérie !» La voix de sa mère résonna depuis l'entrée de la bibliothèque, brisant le silence feutré qui l'entourait. Marguerite Bernard s'approcha d'un pas élégant mais fatigué, ses traits aristocratiques marqués par les années de soucis financiers. « Il faut que nous parlions. » Le cœur de Camille se serra. Elle connaissait ce ton, cette façon qu'avait sa mère de prononcer son prénom quand une conversation difficile s'annonçait. Elle referma délicatement le livre qu'elle était en train de cataloguer. Une première édition des Misérables de Victor Hugo, ironie du sort, et leva les yeux vers cette femme qui avait autrefois régné sur les salons de Toulouse. « Maman, je sais déjà pourquoi vous êtes là », murmura Camille, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. « La lettre est arrivée ce matin au travail. Comment avez-vous pu faire cela sans même m'en parler ?» Marguerite s'assit sur la chaise en face du bureau, ses mains gantées de cuir noir se joignant dans un geste qui trahissait sa nervosité. « Ma fille, vous ne comprenez pas la gravité de notre situation. Les créanciers ne nous laisseront pas un mois de plus. La maison, les derniers bijoux de votre grand-mère, tout sera saisi. Nous n'avons plus le choix. »« Il y a toujours un choix, maman !» s'exclama Camille, en se levant brusquement, faisant sursauter Madame Dubois, la bibliothécaire en chef, qui classait des ouvrages à quelques mètres de là. « Je peux travailler davantage, chercher un autre emploi. Nous pouvons vendre la maison et nous installer dans un appartement plus modeste et vivre comme des roturières. » L'indignation perçait dans la voix de Marguerite. « Camille, nous sommes des Bernard. Notre famille a côtoyé la noblesse française pendant des siècles. Votre arrière-grand-père était comte de Lauragais. C'était il y a un siècle, maman. » Les yeux de Camille s'embrasèrent d'une colère contenue. « Les titres de noblesse ne paient pas les factures d'électricité. » Un silence pesant s'installa entre elles. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si le ciel pleurait sur le destin qui se dessinait pour la jeune femme. Madame Dubois avait discrètement quitté la salle, comprenant que la conversation nécessitait de l'intimité. Marguerite se leva à son tour, s'approchant de sa fille avec des gestes mesurés. « Camille, mon cœur, croyez-vous que cette décision soit facile pour moi ? Croyez-vous que je ne souffre pas de voir ma fille unique sacrifiée sur l'autel de nos erreurs passées ?» Sa voix se brisa légèrement. « Mais Étienne Marchand n'est pas un monstre. C'est un homme respectable, intelligent, fortuné, et stérile. » coupa Camille avec amertume. « Toute la presse économique en parle. Un mariage avec lui, c'est la certitude de ne jamais avoir d'enfant. C'est cela que vous me proposez? Une union sans descendance, sans amour, sans avenir? Au moins, vous serez à l'abri du besoin. » La réponse de sa mère claqua comme un fouet. « Et puis, qui sait, peut-être que l'affection naîtra avec le temps. Votre père et moi, nous avons appris à nous aimer après notre mariage arrangé. » Camille ferma les yeux, sentant les larmes monter. Elle pensa à tous les rêves qu'elle avait nourris, à cet amour passionné qu'elle espérait trouver un jour, à ces enfants qu'elle rêvait de bercer. Tout cela s'effritait sous le poids des dettes familiales et des conventions sociales. « Quand dois-je le rencontrer ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte, résignée. « Demain soir, au restaurant Le Biban. Votre père l'accompagnera, bien sûr. » Camille hocha la tête mécaniquement, son regard se perdant à nouveau vers la fenêtre où les gouttes de pluie traçaient des sillons argentés. Dans le reflet du verre, elle voyait une jeune femme aux cheveux châtains, tirés en chignon sage, aux yeux emplis de résignation.
Une femme qui, en l'espace de quelques minutes, venait de voir sa vie basculer dans l'inconnu. « Maman, murmura-t-elle sans détourner le regard, promettez-moi une chose. Si je fais cela, si j'épouse cet homme pour sauver notre famille, promettez-moi que vous ne me demanderez plus jamais rien. » Marguerite Bernard sentit son cœur se serrer face à la détresse de sa fille. « Je vous le promets, ma chérie. Et qui sait, peut-être que le destin vous réserve de belles surprises. » Mais Camille n'écoutait déjà plus. Son regard s'était posé sur la première édition des Misérables qu'elle tenait encore entre ses mains. « Les Misérables », songea-t-elle avec une ironie amère. Victor Hugo aurait pu écrire son histoire. Le restaurant Le Biban brillait de 1000 feux dans la nuit toulousaine, ses façades art nouveau scintillant sous l'éclairage doré de la place du Capitole. Camille ajusta nerveusement sa robe noire, la seule tenue élégante qu'elle possédait encore, en gravissant les marches du prestigieux établissement au bras de son père, Henri Bernard. « Courage, ma fille !» murmura ce dernier, ses cheveux grisonnants parfaitement lissés, sa barbe taillée avec un soin méticuleux qui masquait mal l'anxiété dans ses yeux bleus délavés. « Souvenez-vous que l'avenir de notre lignée repose sur cette soirée. » Camille serra les dents, comme si elle pouvait l'oublier. Depuis la veille, elle n'avait cessé de ressasser cette rencontre, imaginant 1000 scénarios catastrophiques. Comment était-il, cet Étienne Marchand? Froid et calculateur comme tous les hommes d'affaires qu'elle avait croisés. Arrogant peut-être, habitué à ce que tout lui soit dû. Le maître d'hôtel les conduisit vers une table d'angle, discrète mais élégamment dressée, et c'est là qu'elle le vit pour la première fois. Étienne Marchand se leva à leur approche, et Camille fut immédiatement frappée par sa présence. Grand et lancé, vêtu d'un costume sombre, parfaitement coupé, il dégageait une autorité naturelle qui commandait le respect. Mais ce qui la surprit le plus, ce furent ses yeux. D'un gris orage profond, ils semblaient porter en eux une mélancolie que démentait son sourire poli et maîtrisé. « Monsieur Bernard », dit-il en serrant la main du père de Camille avec fermeté. Sa voix était grave, posée, teintée d'un léger accent lyonnais. « Je suis honoré de cette rencontre. » Puis son regard se posa sur Camille et elle sentit une étrange sensation la parcourir. Il ne la détailla pas comme un objet, ne la jaugea pas comme un investissement. Il la regarda simplement avec une curiosité respectueuse qui la déstabilisa. « Mademoiselle Bernard », murmura-t-il en s'inclinant légèrement, « votre réputation d'érudition vous précède. J'ai entendu dire que vous étiez une passionnée de littérature classique. »« Ah, en effet, monsieur Marchand », répondit Camille d'une voix qu'elle s'efforça de garder ferme. « Bien que je doute que cela puisse intéresser un homme d'affaires de votre envergure. » Un sourire fugace éclaira le visage d'Étienne. « Détrompez-vous. J'ai étudié les lettres classiques avant de me tourner vers l'ingénierie. Balzac et Stendhal ont nourri ma jeunesse bien avant que les bilans comptables n'occupent mes nuits. » Cette révélation surprit Camille. Elle s'attendait à tout sauf à découvrir des affinités littéraires avec cet homme qu'on lui présentait comme un pur produit du capitalisme moderne. Ils s'installèrent autour de la table, Henri Bernard prenant les rênes de la conversation avec l'aisance d'un ancien notable habitué aux mondanités. Il évoqua les anciennes relations entre les familles Bernard et l'aristocratie locale, fit l'éloge du parcours exemplaire d'Étienne, glissa subtilement des allusions aux difficultés financières que traversait sa famille. Camille écoutait d'une oreille distraite, observant discrètement son futur époux potentiel. Il répondait aux questions de son père avec courtoisie, mais elle sentait qu'une partie de lui demeurait ailleurs, comme s'il jouait un rôle appris par cœur. Parfois, son regard se portait vers elle, et elle y lisait une interrogation muette, comme s'il cherchait à percer ses pensées. « Mademoiselle Bernard » finit-il par lui demander alors qu'Henri s'éclipsait aux toilettes. « Puis-je vous poser une question directe ?»« Bien sûr » répondit-elle le cœur battant. « Êtes-vous ici de votre plein gré ou subissez-vous cette situation autant que moi ?» La franchise de la question la prit de court. Elle s'attendait à des banalités polies, pas à cette sincérité désarmante. Elle le fixa longuement, cherchant le piège dans ses paroles. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire que nous sommes tous les deux adultes et que nous savons parfaitement pourquoi nous nous trouvons dans ce restaurant ce soir. Votre famille a besoin de mon argent et moi... » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. «
J'ai besoin de l'image de respectabilité qu'un mariage m'apporterait. Ah, au moins, vous avez le mérite d'être franc, murmura Camille, surprise par cette honnêteté brutale. La franchise est un luxe que la fortune permet, mademoiselle. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de supporter cette mascarade? Camille sentit une bouffée de colère monter en elle. L'amour que je porte à ma famille, monsieur Marchand, même si cela vous semble dérisoire comparé à vos préoccupations financières. Détrompez-vous, répliqua-t-il doucement. L'amour familial est la seule chose que l'argent ne peut acheter. Je vous respecte pour ce sacrifice. Cette réponse la désarma complètement. Elle s'était préparée à affronter un homme arrogant, pas quelqu'un capable d'une telle empathie. Henri revint à table, interrompant leur échange, mais quelque chose avait changé entre eux. Une complicité tacite s'était installée, celle de deux personnes prises au piège des mêmes conventions sociales. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Étienne évoqua ses projets d'expansion dans les énergies renouvelables, sa passion pour l'architecture écologique, ses voyages à travers l'Europe. Camille parla de son travail à la bibliothèque, de sa thèse abandonnée sur l'influence de George Sand sur la littérature féminine du XIXe siècle, de ses rêves d'écriture. « Pourquoi avez-vous abandonné votre thèse ?» demanda Étienne avec un intérêt sincère. « Les contraintes financières, » répondit-elle avec amertume. « Il fallait que je travaille pour aider ma famille. Les rêves intellectuels sont un luxe que nous ne pouvions plus nous offrir. Et si... » Il s'interrompit, semblant réfléchir. « Et si ce mariage vous permettait de reprendre vos études? J'ai des contacts dans plusieurs universités, je pourrais... » « Monsieur Marchand, » l'interrompit Camille d'un ton ferme, « si nous devons nous marier, que ce soit au moins dans la clarté. Je ne veux pas de votre pitié, ni de vos compensations. Si j'accepte cette union, ce sera en tant qu'égal, pas en tant qu'obligé. » Un sourire admiratif éclaira le visage d'Étienne. « Vous avez du caractère, mademoiselle Bernard. C'est une qualité que j'apprécie énormément. » La soirée se termina sur le parvis du restaurant, sous un ciel étoilé qui contrastait avec la lourdeur des enjeux. Étienne serra la main d'Henri, puis se tourna vers Camille. « Mademoiselle, je vous laisse quelques jours pour réfléchir à ma proposition. Si vous acceptez, sachez que je ferai tout pour que notre union, même si elle ne naît pas de l'amour, soit fondée sur le respect mutuel. Et si je refuse ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Alors je respecterai votre choix, même si cela complique considérablement la situation de votre famille. » Camille hocha la tête, troublée par cet homme qui décidément ne correspondait en rien à l'image qu'elle s'en était faite. Alors qu'elle montait dans la voiture de son père, elle se retourna une dernière fois vers Étienne Marchand. Il se tenait immobile sur les marches du restaurant, sa silhouette élégante se détachant sur les façades illuminées de la place du Capitole. Et dans ses yeux gris, elle crut lire la même résignation mélancolique que celle qui l'habitait. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner au Biban, et Camille n'avait cessé de repenser à cette soirée troublante. Assise dans le petit salon de la demeure familiale de la rue de Metz, elle contemplait la lettre qu'elle venait de terminer, sa réponse à Étienne Marchand. Les mots étaient soigneusement pesés, empreints d'une dignité qu'elle s'efforçait de maintenir malgré les circonstances. « Monsieur Marchand, après mûre réflexion, j'accepte votre proposition de mariage. J'espère sincèrement que nous saurons construire ensemble une union basée sur le respect mutuel dont vous avez parlé. » Un coup frappé à la porte l'interrompit dans ses pensées. Marguerite Bernard entra, vêtue d'une robe de soie bordeaux qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux châtains relevés en un chignon impeccable qui dissimulait mal les quelques mèches grises qui commençaient à apparaître. « Ma chérie, dit-elle en s'approchant du petit secrétaire Louis XV où Camille était installée, j'ai reçu un appel de Madame Marchand, la mère d'Étienne. Elle souhaiterait nous rencontrer demain pour discuter des préparatifs du mariage. » Camille leva les yeux de sa lettre surprise. « Déjà, je n'ai même pas encore envoyé ma réponse. Les Marchands sont des gens d'affaires, ma fille. Ils anticipent. » Marguerite s'assit dans le fauteuil en velours vert sapin qui faisait face au secrétaire. « D'après ce que j'ai compris, Madame Marchand souhaite que la cérémonie ait lieu dans 6 semaines, au château de Saint-Priest. » 6 semaines.
Camille sentit son estomac se contracter. Tout allait si vite qu'elle avait l'impression d'être emportée par un torrent. Pourquoi une telle précipitation? Les raisons d'Étienne lui appartiennent, ma chérie. Peut-être souhaite-t-il régulariser rapidement sa situation pour des raisons professionnelles. Ou peut-être, Marguerite marqua une pause délicate, peut-être a-t-il été aussi touché par votre rencontre que vous semblez l'avoir été. Camille rougit malgré elle. Il était vrai qu'Étienne Marchand l'avait troublée plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Sa franchise, son intelligence, cette mélancolie qu'elle avait perçue derrière son masque de dirigeant accompli. Tout cela ne correspondait pas à l'image du businessman froid et calculateur qu'elle s'était forgé. « Maman » demanda-t-elle soudain, « que savez-vous exactement sur cette histoire de stérilité? Les journaux en parlent comme d'un fait établi, mais, ma foi, les rumeurs courent vite dans le milieu des affaires. » Marguerite lissa sa robe d'un geste machinal. Il semblerait qu'Étienne n'ait jamais eu d'enfant de ses précédentes relations et qu'il ait consulté plusieurs spécialistes. Mais après tout, cela ne change rien à votre situation, n'est-ce pas? Vous aurez un mari respectable, une situation sociale enviable et aucune descendance, compléta Camille amèrement. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie, maman? Je n'aurai jamais d'enfant, jamais cette joie de porter la vie, de bercer un petit être, de voir grandir ma propre chair. Les yeux de Marguerite se voilèrent d'émotion. Ma chérie, croyez-vous que ce sacrifice me soit facile? Croyez-vous que je ne rêve pas d'être grand-mère un jour? Mais la vie nous impose parfois des choix douloureux. Et puis, qui sait, peut-être que les médecins se trompent? La science progresse. Camille secoua la tête peu convaincue. Elle plia soigneusement sa lettre et la glissa dans une enveloppe de papier verger. Je vais porter cette réponse en ville cet après-midi. Il faut qu'Étienne sache que j'accepte avant que sa mère ne commence à organiser notre vie. Excellente idée. Et demain, nous irons ensemble rencontrer Madame Marchand. Il faut que vous fassiez bonne impression. Cette femme a une influence considérable sur son fils. L'après-midi même, Camille se rendit au siège lyonnais de Marchand l'Énergie. Le trajet en TGV lui avait permis de réfléchir, de regarder défiler les paysages de la vallée du Rhône, tout en tentant d'imaginer sa nouvelle vie. Lyon l'impressionna par son dynamisme, ses quartiers modernes contrastant avec le charme suranné de Toulouse. Le building de Marchand d'énergie se dressait dans le quartier de la Part-Dieu, tour de verre et d'acier qui reflétait l'ambition de son propriétaire. Camille fut frappée par l'effervescence qui régnait dans les bureaux. Jeunes ingénieurs penchés sur des plans d'éoliennes, commerciaux discutant de contrats avec des collectivités, équipes de recherche développant de nouveaux prototypes de panneaux solaires. Mademoiselle Bernard, une jeune femme élégante s'approcha d'elle dans le hall d'accueil. Je suis Clarisse Dubois, l'assistante de Monsieur Marchand. Il vous attend dans son bureau. L'ascenseur la mena au dernier étage, où s'étendait un vaste bureau aux baies vitrées offrant une vue panoramique sur Lyon. Étienne se tenait debout face aux fenêtres, silhouette sombre se détachant sur la lumière de cette fin d'après-midi d'automne. « Mademoiselle Bernard, dit-il en se retournant, je ne m'attendais pas à vous voir si rapidement. J'ai pensé qu'il valait mieux que ma réponse vous parvienne directement, répondit Camille, en lui tendant l'enveloppe. D'autant que votre mère a déjà pris contact avec la mienne pour organiser notre union. Étienne prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. Puis-je vous demander ce qui a motivé votre décision? La question était directe, presque brutale. Camille hésita un instant. La lucidité, monsieur Marchand, et peut-être aussi l'intuition que vous n'êtes pas l'homme que j'imaginais, en bien ou en mal. Les deux, je crois. Elle osa le regarder dans les yeux. Vous êtes plus complexe que votre réputation ne le laisse supposer, et cela m'intrigue autant que cela m'inquiète. Un sourire énigmatique étira les lèvres d'Étienne. L'intrigue est souvent le premier pas vers la compréhension, ne trouvez-vous pas? Il décacheta enfin l'enveloppe et parcourut la lettre. Camille observa son visage, tentant d'y déceler ses pensées, mais les traits d'Étienne demeuraient impénétrables. « Merci pour cette réponse, dit-il finalement. Et pour la franchise de votre démarche. Peu de femmes auraient eu le courage de venir me voir directement. Peu de femmes se trouvent dans ma situation, répliqua Camille avec une pointe d'amertume. C'est vrai. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait à graver ses traits dans sa mémoire.
Camille, puis-je vous appeler Camille? Nous allons partager nos vies, après tout. Bien sûr, Étienne. Camille, je veux que vous sachiez une chose. Ce mariage ne sera peut-être pas né de l'amour, mais je ferai tout pour qu'il ne soit pas une prison pour vous. Vous aurez votre liberté, vos occupations, vos passions. Je ne demande que le respect mutuel et la discrétion. Ces paroles touchèrent Camille plus qu'elle ne l'aurait voulu. Et vous, Étienne, qu'attendez-vous de cette union? La paix, répondit-il simplement, et peut-être, avec le temps, une forme de complicité. En redescendant dans la rue, Camille sentit qu'un cap venait d'être franchi. Dans 6 semaines, elle serait Madame Marchand, épouse d'un des hommes les plus influents de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette perspective l'effrayait et l'excitait à la fois. Mais au fond de son cœur, une petite voix lui murmurait que derrière la façade polissée d'Étienne Marchand se cachaient des secrets qui changeraient peut-être tout. Le salon particulier de l'hôtel Villa Florentine dominait Lyon comme un belvédère, offrant une vue imprenable sur la basilique de Fourvière et les toits de la presqu'île. C'était dans ce cadre somptueux qu'Isabelle Marchand avait choisi de recevoir les Bernard pour leur première rencontre officielle. Camille ajusta nerveusement les plis de sa robe bleu marine, un achat de dernière minute qui avait sérieusement entamé ses économies, tout en observant la femme qui allait devenir sa belle-mère. Isabelle Marchand était une femme de 62 ans à l'élégance sophistiquée et intimidante. Grande, mince, vêtue d'un tailleur Chanel d'un gris perle parfait, elle portait ses cheveux argentés relevés en un chignon impeccable. Ses bijoux, discrets mais visiblement précieux, témoignaient d'un goût sûr et d'une fortune considérable. Mais c'étaient ses yeux qui frappaient le plus, d'un bleu acier perçant. Il semblait jauger et analyser chaque geste, chaque mot. « À Madame Bernard, Monsieur Bernard !» dit-elle en se levant gracieusement de son fauteuil. « Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Et vous devez être Camille. » Son regard s'attarda sur la jeune femme avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Étienne m'a beaucoup parlé de vous. »« Madame Marchand, » répondit Camille en s'inclinant légèrement. « L'honneur est pour nous. Votre fils nous a fait une excellente impression. »« Je n'en doute pas. Étienne a toujours su charmer quand il le fallait. » Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux éclaira le visage d'Isabelle. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons tant de choses à discuter. » Le thé fut servi dans un service en porcelaine de Sèvres, accompagné de petits fours délicats préparés par le chef de l'hôtel. Marguerite Bernard, impressionnée par ce déploiement de raffinement, se lança dans une conversation mondaine sur les relations entre leurs familles respectives, évoquant avec nostalgie l'époque où les Bernard fréquentaient les salons parisiens. Isabelle écoutait poliment, mais Camille sentait que son attention était ailleurs. La matriarche des Marchands l'observait constamment, comme si elle cherchait à percer ses secrets, à évaluer sa valeur comme future épouse de son fils. « Camille, ma chère enfant, » finit par dire Isabelle en posant délicatement sa tasse de thé, « parlez-moi de vous. Étienne m'a dit que vous étiez bibliothécaire. »« En effet, madame, je travaille à la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, à Toulouse. Je m'occupe principalement du fonds de littérature classique. Comme c'est pittoresque. » Le ton d'Isabelle était neutre, mais Camille perçut une pointe de condescendance. « Et vous comptez continuer cette activité après votre mariage ? » Nous n'en avons pas encore discuté avec Étienne. Bien sûr, il faudra que nous en parlions. Une épouse Marchand a certaines obligations sociales, vous comprenez. Œuvres de charité, réception, représentation, cela demande du temps et de l'engagement. Camille sentit une bouffée de chaleur monter en elle. « Madame Marchand, j'espère que vous ne pensez pas que je vais abandonner ma profession du jour au lendemain. Mon travail a du sens pour moi. » Le sourire d'Isabelle se figea imperceptiblement. « Naturellement, ma chère, mais vous découvrirez que le mariage apporte de nouvelles priorités. Étienne a besoin d'une épouse qui comprenne les enjeux de sa position. » « Et quels sont ces enjeux, exactement ?» La question de Camille claqua dans l'air feutré du salon. Isabelle échangea un regard avec Henri Bernard, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Étienne dirige l'une des entreprises les plus prometteuses de France dans le secteur des énergies renouvelables. Ses responsabilités sont énormes, la pression constante. Il a besoin d'un foyer stable, d'une épouse qui le soutienne sans l'encombrer de ses propres ambitions professionnelles. « Mes ambitions professionnelles ?»
Camille se redressa dans son fauteuil. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne me marie pas avec votre fils pour devenir une potiche décorative. » Camille, Marguerite jeta un regard alarmé à sa fille. « Je vous en prie, excusez-la, Madame Marchand. L'émotion... » « Non, laissez-la s'exprimer, » dit Isabelle en se renversant dans son fauteuil, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'aime le caractère, et j'ai moi-même eu à m'adapter aux exigences du nom Marchand quand j'ai épousé le père d'Étienne. »« Comment vous y êtes-vous prise ?» demanda Camille, intriguée malgré elle. « En apprenant que le mariage est un art de vivre, ma chère, un équilibre subtil entre préservation de soi et adaptation aux circonstances. » Isabelle sirota son thé délicatement. « Mais parlons de choses plus pratiques. Le mariage aura lieu au château de Saint-Priest dans 5 semaines. J'ai déjà contacté le meilleur traiteur de Lyon, et ma couturière personnelle se tient à votre disposition pour la robe. C'est très généreux, madame. Mais il n'y a pas de mais, ma chère enfant. Vous allez devenir une Marchand. Il faut que cette cérémonie soit à la hauteur de notre rang. 300 invités, la crème de la société lyonnaise et parisienne, la presse économique. » Camille sentit sa tête tourner. « 300 invités, mais nous ne connaissons personne. Vous apprendrez à les connaître, et eux apprendront à vous apprécier, j'en suis sûr. » Isabelle se leva gracieusement. « Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais m'entretenir seul avec Camille. Nous avons des détails féminins à aborder. » Henri et Marguerite se retirèrent discrètement sur la terrasse, laissant les deux femmes face à face. Isabelle s'approcha de la fenêtre, contemplant Lyon qui s'étendait à ses pieds. « Camille, » dit-elle sans se retourner, « laissons tomber les convenances un instant. Vous et moi savons parfaitement pourquoi vous épousez mon fils. Votre famille a besoin d'argent, et Étienne a besoin d'une épouse respectable. Votre fils a été plus délicat dans sa façon de présenter les choses. Mon fils est un romantique, malgré les apparences. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. » Isabelle se retourna, ses yeux bleus fixant Camille avec intensité. « Mais moi, je suis pragmatique. Je veux que vous compreniez une chose. Étienne a été blessé dans le passé. Il s'est construit une carapace que très peu de femmes ont réussi à percer. Indalge, vous faites allusion à sa stérilité. » Isabelle eut un rire bref, presque amer. « Entre autres choses, mon fils porte des secrets qui le rongent, Camille. Si vous l'épousez vraiment, si vous voulez que cette union ait un sens, il faudra que vous appreniez à voir au-delà des apparences. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'Étienne n'est pas celui qu'il prétend être, et que vous non plus d'ailleurs. Nous portons tous des masques, ma chère. La question est de savoir si vous serez assez courageuse pour ôter le vôtre le moment venu. » Ces paroles énigmatiques troublèrent profondément Camille. « Madame Marchand, je ne comprends pas. Vous comprendrez en temps voulu. » Isabelle s'approcha d'elle et posa une main maternelle sur son épaule. « Pour l'instant, contentez-vous de savoir qu'Étienne a besoin de quelqu'un qui croit en lui. Vraiment. Pas seulement en sa réussite ou en sa fortune, mais en l'homme qu'il est au plus profond de lui. Et vous pensez que je pourrais être cette personne? J'espère que vous le serez, ma chère. Pour lui et pour vous. » En quittant l'hôtel Villa Florentine, Camille avait la tête pleine de questions. Isabelle Marchand était décidément une femme complexe, à la fois protectrice et manipulatrice, chaleureuse et intimidante. Mais surtout, ses paroles avaient renforcé l'intuition de Camille. Étienne Marchand cachait quelque chose d'important, et dans moins de 5 semaines, elle allait épouser cet homme sans connaître ses véritables secrets. Le vent automnal fouettait les cheveux de Camille alors qu'elle descendait du taxi devant les grilles du château de Saint-Priest. L'imposante demeure du XVIIIe siècle se dressait majestueusement au cœur de son parc centenaire, ses pierres dorées reflétant les derniers rayons d'un soleil d'octobre qui déclinait déjà. Dans 2 semaines exactement, elle franchirait ces mêmes grilles en robe blanche, transformée à jamais en Madame Marchand. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix grave la fit sursauter. Elle se retourna pour découvrir un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont la ressemblance avec Étienne était frappante. Plus grand, plus massif, les cheveux d'un châtain plus clair et les yeux d'un gris moins profond. Il dégageait une prestance naturelle teintée d'une arrogance que son futur époux n'avait pas. « Vous devez être Camille Bernard », dit-il en s'approchant d'un pas confiant.
Thibault le Marchand, le frère aîné d'Étienne. Enchanté de faire enfin votre connaissance. Monsieur Marchand, répondit Camille, en acceptant la main qu'il lui tendait. Étienne m'a parlé de vous. En bien, j'espère? Un sourire énigmatique étira ses lèvres. Bien que connaissant mon frère, j'imagine qu'il a été plutôt économe en détail. Étienne a toujours été discret sur notre relation fraternelle. Il y avait quelque chose dans le ton de Thibault qui mit Camille mal à l'aise. Une pointe d'amertume peut-être, ou de rivalité à peine dissimulée. Elle l'observa plus attentivement. Costard parfaitement coupé, montre de luxe, attitude désinvolte de celui qui n'a jamais eu à douter de sa place dans le monde. Étienne ne devrait pas tarder, dit-elle en consultant sa propre montre. Nous avons rendez-vous pour visiter le château et finaliser les derniers détails. Ah oui, le légendaire sens de l'organisation de mon petit frère. Thibault eut un rire qui sonnait faux. Permettez-moi de vous faire le tour en attendant. Je connais ces lieux mieux que personne. J'y ai grandi. Ils pénétrèrent dans le parc, longeant des allées parfaitement entretenues, bordées de marronniers aux feuilles rougeoyantes. Thibault se révéla un guide bavard, évoquant avec nostalgie les étés de leur enfance, les parties de cache-cache dans les jardins à la française, les goûters dans l'orangerie. Étienne et moi étions inséparables à l'époque, raconta-t-il en désignant un bosquet où trônait une vieille balançoire. Lui, le petit génie studieux, moi, l'aîné protecteur. Papa rêvait de nous voir reprendre ensemble l'entreprise familiale. Que s'est-il passé? Demanda Camille, intriguée par la mélancolie qui perçait dans sa voix. La vie, mademoiselle Bernard, les choix, les ambitions divergentes, les malentendus. Thibault s'arrêta devant un bassin orné d'une fontaine baroque. Étienne a toujours été plus doué que moi pour les affaires, plus visionnaire, plus charismatique avec les investisseurs. Quand papa est mort, il était naturel qu'il reprenne les rênes. Cela a dû être difficile à accepter. Oh, je m'y suis fait. J'ai mes propres affaires maintenant, mes propres succès. Son sourire se durcit imperceptiblement. Mais dites-moi, Camille, puis-je vous appeler Camille? Qu'est-ce qui vous attire chez mon frère? Sa fortune? Son statut social? Ou peut-être sa particularité? La question était si directe qu'elle en était presque grossière. Camille sentit ses joues s'empourprer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Allons, ne soyons pas hypocrites. Tout Lyon sait qu'Étienne ne peut avoir d'enfant. C'est même devenu une sorte de légende urbaine dans nos milieux. Le brillant CEO stérile. Romantique, n'est-ce pas? Monsieur Marchand, je trouve cette conversation déplacée. Peut-être. Mais voyez-vous, j'ai toujours trouvé cette histoire étrange. Thibault se rapprocha d'elle, baissant la voix comme s'il s'apprêtait à lui confier un secret. Étienne a eu plusieurs liaisons sérieuses par le passé. Jamais d'enfant, c'est vrai, mais jamais non plus de preuves médicales concrètes de cette prétendue stérilité. Le cœur de Camille se mit à battre plus fort. Que voulez-vous insinuer? Rien du tout. Simple curiosité fraternelle. Thibault recula, l'air innocent. Après tout, qu'est-ce que cela changerait? Vous l'épousez dans 2 semaines. Les contrats sont signés, l'argent va sauver votre famille. Tout est pour le mieux. Comment osez-vous? La colère monta en Camille comme une vague. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mes motivations. J'ai touché dans le mille, on dirait. Le sourire de Thibault était maintenant franchement désagréable. Ne vous méprenez pas, Camille. Je ne vous juge pas. Les mariages d'intérêt font partie de notre monde depuis la nuit des temps. Mais permettez-moi de vous donner un conseil. Méfiez-vous d'Étienne. Mon frère n'est pas l'homme simple et transparent qu'il prétend être. Thibault! La voix d'Étienne claqua dans l'air comme un fouet. Il approchait d'un pas rapide, son visage fermé exprimant une colère contenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais visiter notre domaine familial à ta future épouse, petit frère. Simple courtoisie. Thibault ne semblait nullement intimidé par la fureur évidente d'Étienne. Nous avions une conversation des plus instructives, j'imagine. Étienne rejoignit Camille et posa une main protectrice sur son bras. Tu peux disposer maintenant. Nous avons du travail. Bien sûr. Thibault s'inclina ironiquement devant Camille. Mademoiselle Bernard, ce fut un plaisir. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Peut-être au mariage. Après tout, on n'abandonne pas la famille, n'est-ce pas, Étienne?
Il s'éloigna d'un pas nonchalant, laissant derrière lui un silence pesant. Étienne regardait la silhouette de son frère disparaître dans l'allée, ses mâchoires crispées, trahissant sa tension. « Je suis désolé », finit-il par dire en se tournant vers Camille. « Thibault a ses humeurs. J'espère qu'il ne vous a pas importuné. Il m'a dit des choses troublantes sur vous, sur votre situation personnelle. » Étienne blêmit légèrement. « Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? Que votre stérilité n'était peut-être pas aussi avérée qu'on le prétend, que vous cachiez quelque chose. » Camille le fixa droit dans les yeux. « Étienne, y a-t-il quelque chose que vous ne m'avez pas dit ?» Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Camille vit Étienne Marchand perdre sa contenance. Une émotion brute, peur, culpabilité, désespoir, traversa son regard avant qu'il ne reprenne le contrôle de lui-même. « Thibault cherche à semer le trouble, » dit-il d'une voix mal assurée. « Il m'en veut depuis que j'ai hérité de l'entreprise. Ces insinuations n'ont aucun fondement. » Mais quelque chose dans son attitude démentait ses paroles. Camille sentit qu'un pan de vérité venait de s'entr'ouvrir, révélant des abîmes qu'elle n'avait pas soupçonnés. « Étienne, » dit-elle doucement, « si nous devons nous marier, ne devrait-il pas y avoir une complète honnêteté entre nous ?» Il la regarda longuement, et elle crut voir passer dans ses yeux une lutte intérieure déchirante. Puis, comme un rideau qui retombe, son masque de dirigeant se remit en place. « Bien sûr, Camille, vous avez raison, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre mariage. Il y a tant de détails à régler. » En traversant les jardins vers le château, Camille ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière. Thibault était toujours visible au loin, silhouette immobile qui semblait les observer. Et dans son cœur, une certitude nouvelle s'installait. Les secrets de la famille Marchand étaient bien plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Dans 2 semaines, elle épouserait un homme qu'elle commençait à peine à connaître. Et peut-être découvrirait-elle alors qui était vraiment Étienne Marchand. Le matin du mariage se leva dans une brume automnale qui enveloppait le château de Saint-Priest d'une atmosphère féerique. Camille se réveilla dans la suite nuptiale que lui avait réservée Isabelle Marchand, le cœur battant d'une angoisse mêlée d'une étrange excitation. Par la fenêtre, elle voyait les équipes de décorateurs s'affairer dans les jardins, installant les derniers arrangements floraux sous la direction de Madame Marchand, impeccable dans son tailleur crème, malgré l'heure matinale. « Mademoiselle Camille ?» La voix douce de Sophie, la femme de chambre qu'Isabelle avait mise à sa disposition, la tira de sa contemplation. « Madame Marchand souhaite savoir si vous êtes prête pour l'essayage final. » Camille hocha la tête, tentant de calmer les papillons qui dansaient dans son estomac. Dans quelques heures, elle serait officiellement une épouse, l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui l'intriguait de plus en plus. La robe était un chef-d'œuvre de soie ivoire et de dentelle de Calais, confectionnée par la couturière personnelle d'Isabelle. Simple et élégante, elle mettait en valeur la silhouette gracile de Camille sans ostentation. Devant le miroir en pied de la chambre, elle se reconnaissait à peine. Cette femme aux yeux brillants, aux joues rosies par l'émotion, pouvait-elle vraiment être elle ? « Vous êtes magnifique », murmura Marguerite Bernard, les larmes aux yeux. Sa mère était arrivée très tôt, accompagnée d'Henri, qui semblait presque aussi nerveux que sa fille. « Votre grand-mère aurait été si fière de vous voir. »« Maman », Camille sentit sa propre émotion monter. « Ai-je fait le bon choix, ma chérie ?» Marguerite s'approcha et prit les mains de sa fille dans les siennes. « Le bon choix, c'est celui qu'on assume pleinement. Et je vous connais assez pour savoir que vous saurez transformer cette union en quelque chose de beau. » Un coup discret frappé à la porte interrompit leur échange. Sophie entra, suivie d'Isabelle Marchand, qui portait un écrin de velours bleu nuit. « Camille, ma chère enfant, » dit-elle avec un sourire maternel, « j'ai quelque chose pour vous. » Elle ouvrit l'écrin, révélant un collier de perles d'une beauté exceptionnelle. Ces perles ont appartenu à ma belle-mère, puis à moi, le jour de mon mariage. Elles portent la bénédiction de toutes les épouses Marchand. Camille fut touchée par ce geste. « Madame Marchand, c'est trop d'honneur. Appelez-moi Isabelle, désormais. Nous sommes en famille. » Elle attacha délicatement le collier autour du cou de Camille. « Et j'espère sincèrement que vous serez heureuse dans cette famille, malgré ces complications. » Le mot résonna étrangement.
Camille croisa le regard d'Isabelle dans le miroir et il eut une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Isabelle, dit-elle doucement, votre fils Thibault m'a dit des choses troublantes l'autre jour, sur Étienne, sur sa condition. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Le visage d'Isabelle se ferma imperceptiblement. « Thibault a toujours eu la langue trop bien pendue. Mon conseil, ma chère Camille, est de ne vous fier qu'à ce qu'Étienne vous dira lui-même. Les secrets de famille sont parfois moins importants que l'amour qu'on construit ensemble. » Cette réponse évasive ne fit qu'augmenter l'inquiétude de Camille, mais elle n'eut pas le temps d'insister. L'heure avançait et les invités commençaient à arriver. À 14 heures précises, les grandes portes du château s'ouvrirent sur un spectacle somptueux. 300 invités en tenue d'apparat avaient pris place dans le salon d'honneur transformé en chapelle temporaire. Camille reconnut quelques visages, des dirigeants d'entreprise qu'elle avait vus dans les journaux, des personnalités politiques locales, l'élite économique et sociale de Lyon et de Paris. Au premier rang, elle aperçut Thibault Marchand, impeccable dans son smoking, qui lui adressa un sourire énigmatique quand leurs regards se croisèrent. À côté de lui, une femme blonde, d'une beauté glaciale qu'elle ne connaissait pas, l'observait avec une curiosité non dissimulée. Mais tout cela s'effaça quand elle vit Étienne. Il l'attendait devant l'hôtel improvisé et elle fut frappée par son élégance naturelle. Son smoking sombre mettait en valeur sa silhouette athlétique, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais c'était son expression qui la bouleversa. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, son masque habituel était tombé. Dans ses yeux gris, elle lut une émotion pure, de l'admiration, de la gratitude et quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. La cérémonie civile fut brève mais solennelle. Le maire de Saint-Priest, ami de longue date de la famille Marchand, prononça quelques mots sur l'union et l'engagement mutuel. Quand vint le moment d'échanger les consentements, Camille sentit sa voix trembler légèrement. « Étienne Marchand, acceptez-vous de prendre pour épouse Camille Bernard ?»« Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, assurée. « Camille Bernard, acceptez-vous de prendre pour épouse Étienne Marchand ?» Elle le regarda dans les yeux, ce homme qui allait devenir son mari, et sentit une étrange sérénité l'envahir. « Oui, je le veux. » L'échange des alliances se fit dans un silence religieux. L'anneau que glissa Étienne à son doigt était d'une simplicité élégante, orné d'un diamant discret mais parfait. Quand elle lui passa la sienne, leurs doigts se frôlèrent, et elle sentit un frisson la parcourir. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Étienne s'approcha d'elle, hésita un instant, puis déposa un baiser délicat sur ses lèvres. Ce contact, bien qu'innocent, éveilla en Camille des sensations qu'elle n'avait pas anticipées. Les applaudissements éclatèrent, et ils se tournèrent vers l'assemblée en se tenant par la main. Camille était officiellement devenue Madame Marchand. La réception qui suivit fut un tourbillon d'introductions, de félicitations et de conversations mondaines. Camille naviguait d'un groupe à l'autre au bras d'Étienne, s'efforçant de retenir les noms et les visages de tous ces gens qui faisaient désormais partie de son univers. Madame Marchand, l'interpellation la fit sursauter. C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi. Félicitations pour ce mariage, Valérie Dubois, du journal économique. Puis-je vous poser quelques questions ? Camille jeta un regard incertain vers Étienne, qui sourit et l'encouragea d'un hochement de tête. Comment envisagez-vous votre nouveau rôle d'épouse d'un des entrepreneurs les plus influents de France ? Avec humilité et détermination, répondit Camille après un instant de réflexion. Mon mari dirige une entreprise remarquable dans un secteur d'avenir. J'espère pouvoir l'accompagner dans ses projets tout en préservant mes propres activités professionnelles. Elle vit Étienne la regarder avec surprise et admiration. Cette réponse spontanée sembla lui plaire. Et concernant les projets familiaux, la question de la journaliste claqua comme un coup de fouet. Un silence gêné s'installa. Camille sentit les regards se braquer sur elle et Étienne. La rumeur de sa stérilité était donc connue de tous. « Nous préférons nous concentrer sur le présent pour l'instant », dit Étienne d'un ton ferme qui n'admettait pas de réplique. Mais Camille avait vu passer quelque chose dans son regard à la mention d'enfant.
Une douleur furtive, comme une blessure mal cicatrisée qu'on venait de rouvrir. La soirée se poursuivit dans une ambiance festive. Le dîner fut somptueux, les discours émouvants, la musique entraînante. Pourtant, Camille ne parvenait pas à se défaire d'une impression étrange. Sous les sourires et les félicitations, elle percevait des regards curieux, des chuchotements, des non-dits. Vers minuit, alors qu'ils ouvraient le bal sur une valse de Strauss, Étienne se pencha vers elle. « Vous êtes radieuse ce soir, Camille, et votre réponse à cette journaliste était parfaite. Merci. » Elle leva les yeux vers lui. « Étienne, maintenant que nous sommes mariés, puis-je vous demander quelque chose? Tout ce que vous voudrez. La nuit de noces, » elle rougit légèrement. « Qu'attendez-vous de moi? Je veux dire, compte tenu de votre situation. » Étienne manqua un pas, son visage se fermant brusquement. « Camille, nous en parlerons plus tard, en privé. » Mais elle avait vu cette expression douloureuse revenir dans ses yeux, et soudain, elle comprit que ce mariage, loin de résoudre tous les mystères qui entouraient Étienne Marchand, ne faisait que commencer à les dévoiler. L'hôtel Imperial Palace d'Annecy se dressait majestueusement sur les rives du lac, ses façades belle époque, reflétant les lumières scintillantes de la ville nocturne. Camille observait le paysage depuis la fenêtre de la suite nuptiale, encore vêtue de sa robe de mariée qu'elle n'osait pas retirer. Derrière elle, elle entendait Étienne faire les 100 pas, le bruit de ses pas étouffé par l'épais tapis persan. Ils étaient arrivés 1 heure plus tôt, dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées, après cette journée éprouvante. L'euphorie de la cérémonie avait laissé place à une tension palpable, celle de 2 étrangers qui se retrouvaient soudain seuls pour leur nuit de noces. « Camille, » dit enfin Étienne, sa voix rauque trahissant sa nervosité, « nous devons parler. » Elle se retourna lentement. Il avait ôté sa veste et sa cravate, déboutonné le col de sa chemise blanche. Ainsi dévêtu partiellement, il paraissait moins inaccessible, plus humain. Mais c'était son expression qui la frappa le plus, un mélange de détermination et d'angoisse qui lui serrait le cœur. « Je vous écoute », murmura-t-elle en s'asseyant délicatement sur le bord du lit, faisant attention à ne pas froisser sa robe. Étienne s'arrêta devant la cheminée où crépitait un feu que le personnel de l'hôtel avait allumé pour créer une atmosphère romantique. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. « Ce que je vais vous dire va changer beaucoup de choses entre nous, » commença-t-il en fixant les flammes, « et je comprendrai que vous me détestiez après cela. Étienne, vous me faites peur. De quoi s'agit-il » Il inspira profondément, comme un homme qui s'apprête à plonger dans un abîme. « Camille, je ne suis pas stérile. Je ne l'ai jamais été. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille sentit le monde vaciller autour d'elle, comme si les fondations de sa nouvelle réalité venaient de s'effondrer. « Qu'est-ce que vous dites? J'ai inventé cette histoire il y a des années. » Étienne se tourna enfin vers elle, son visage livide. « Tout est faux, Camille. La stérilité, les consultations médicales, les rumeurs. J'ai tout orchestré. » Camille se leva brusquement, la colère montant en elle comme une vague déferlante. « Vous avez menti. Depuis le début, vous avez menti. Laissez-moi vous expliquer. » « M'expliquer » Sa voix monta dans les aigus. « Savez-vous ce que cela représentait pour moi? Savez-vous ce que j'ai sacrifié en pensant que jamais je n'aurais d'enfant? Camille, je vous en prie. » Non. Elle fit quelques pas vers lui, ses yeux brillants de larmes de rage. « J'ai accepté ce mariage en pensant épouser un homme qui ne pourrait jamais me donner la famille dont je rêve. J'ai fait le deuil de ma maternité pour vous. Et vous me dites maintenant que tout était mensonge. » Étienne encaissa ses reproches sans broncher, comprenant qu'il méritait cette colère. « Vous avez raison d'être furieuse, mais laissez-moi vous dire pourquoi j'ai fait cela. » « Pourquoi ?» Camille s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre, épuisée par l'émotion. « Pourquoi mentir sur une chose aussi importante ?» Étienne s'approcha prudemment et s'agenouilla devant elle, comme un homme qui demande le pardon. « Parce que j'ai eu peur, Camille. Peur d'être utilisé. Peur d'être réduit à ma capacité de procréation, peur que les femmes ne voient en moi qu'un géniteur fortuné. Mais c'est insensé, vous ne connaissez pas mon passé. » Sa voix se brisa légèrement. «
J'ai été marié une fois, quand j'avais 28 ans, avec Apolline de Malroux, une femme que je croyais aimer et qui m'aimait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Camille se pencha vers lui, malgré sa colère, intriguée par cette révélation. Apolline venait d'une famille ruinée comme la vôtre, mais contrairement à vous, elle n'avait aucun scrupule à utiliser les sentiments d'autrui. Étienne ferma les yeux, revivant visiblement des souvenirs douloureux. Pendant notre mariage, elle ne cessait de parler d'enfants, de descendance, de perpétuer le nom des marchands. Elle voyait en moi un moyen de reconstituer sa fortune et d'assurer son avenir à travers nos enfants. Que s'est-il passé? Elle est tombée enceinte au bout de 6 mois. J'étais fou de joie. Je pensais que notre union se consolidait. Mais j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec mon associé de l'époque. L'enfant, il s'interrompit, la douleur ravivée par le souvenir. L'enfant n'était pas de moi. Camille porta une main à sa bouche, horrifiée. « Oh, Étienne, le divorce a été terrible. Apolline a tenté de me faire croire que l'enfant était bien le mien. Puis elle a retourné toute sa famille et ses amis contre moi quand la vérité a éclaté. Elle m'a accusé d'être un homme froid, incapable d'amour et même stérile. C'est elle qui a lancé cette rumeur par dépit, et vous l'avez entretenue. Au début, je l'ai démenti. Mais j'ai vite compris que cette réputation me protégeait. Les femmes, intéressées uniquement par ma fortune et mon statut social me fuyaient. Celles qui restaient, eh bien, elles étaient rares, et souvent, elles finissaient par partir aussi, frustrées par cette prétendue incapacité. Camille commençait à comprendre la logique tordue qui avait guidé Étienne. Alors vous avez décidé de faire de ce mensonge votre armure. Exactement. Il leva les yeux vers elle, implorant. J'ai consulté de vrais médecins, j'ai falsifié des résultats, j'ai même payé des journalistes pour accréditer la rumeur. Tout cela pour me protéger de femmes comme Apolline. Et moi, la voix de Camille était à peine audible. Moi, j'entre dans quelle catégorie? Étienne tendit la main vers elle, puis la laissa retomber, n'osant pas la toucher. Au début, je pensais que vous étiez comme les autres, une femme en difficulté financière qui acceptait ce mariage d'intérêt. Mais quand je vous ai rencontré, quoi? Vous étiez différente, vous ne cherchiez pas à me séduire, vous ne me regardiez pas comme un portefeuille ambulant, vous étiez vraie, courageuse, vous acceptiez ce sacrifice pour votre famille, pas pour votre enrichissement personnel. Camille sentit sa colère refluer légèrement, remplacée par une profonde confusion. Alors, pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Parce que j'ai eu peur que vous partiez. Peur que vous vous rendiez compte que ce mariage pourrait être réel, avec tout ce que cela implique. Enfant, amour véritable, partage d'une vie. Il s'interrompit, cherchant ses mots. J'ai eu peur que vous compreniez que je commençais à tomber amoureux de vous. Cette déclaration la sidéra. Amoureux? Je sais que c'est absurde. Nous nous connaissons à peine. Mais quelque chose en vous me touche profondément, Camille. Votre intelligence, votre intégrité, cette façon que vous avez de voir la beauté dans les choses simples. Il se leva et retourna vers la cheminée. Ce soir, je me suis dit que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Pas avec vous. Vous méritez la vérité, même si elle me fait perdre toute chance de bonheur avec vous. Camille resta silencieuse de longues minutes, tentant d'assimiler ces révélations bouleversantes. L'homme qu'elle venait d'épouser était capable d'avoir des enfants. Leur mariage pourrait être une vraie union, avec tout ce qu'elle avait espéré en secret. Mais il avait aussi menti sur quelque chose de fondamental. « Étienne, dit-elle finalement, retournez-vous. » Il s'exécuta, son visage anxieux, scrutant le sien. « Ce que vous avez fait est impardonnable. Mentir sur votre fertilité, c'est mentir sur l'essence même de ce que peut être un mariage. » Il hocha la tête résigné. « Je sais. Mais, continua-t-elle en se levant, je commence à comprendre pourquoi vous l'avez fait. Cette femme vous a brisé, n'est-ce pas? En 1000 morceaux. Et vous avez construit ce mensonge comme un mur pour protéger ce qui restait de votre cœur. Oui. » Camille s'approcha de lui, lentement, comme on approche un animal blessé. La question maintenant, c'est, êtes-vous prêt à abattre ce mur? Êtes-vous prêt à me faire confiance? Étienne la regarda, incrédule. Vous ne partez pas. Non, répondit-elle simplement. Mais si nous continuons ensemble, ce sera dans la vérité absolue.
Plus jamais de mensonges entre nous. Plus jamais, je vous le promets. Elle tendit la main vers lui. Alors, recommençons. Bonjour Étienne. Je suis Camille, votre épouse, et j'aimerais apprendre à vous connaître vraiment. Il prit sa main, et pour la première fois depuis des années, Étienne Marchand se sentit libre. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de soie de la suite nuptiale, projetant des reflets dorés sur le lac d'Annecy. Camille se réveilla lentement, désorientée pendant un instant, avant que les événements de la nuit précédente ne reviennent à sa mémoire. Elle était allongée dans le grand lit, seule, vêtue de la chemise de nuit en soie, que sa mère lui avait offerte pour son mariage. Étienne avait dormi dans le salon, par respect pour elle, et pour leur nouvelle situation. Un plateau du petit déjeuner l'attendait sur la table près de la fenêtre, accompagné d'un mot écrit de la main d'Étienne. « Camille, j'espère que vous avez bien dormi. Prenez votre temps. Je serai sur la terrasse quand vous serez prête. » Et cette délicatesse la toucha. Après les révélations de la veille, ils avaient parlé jusqu'à 3 heures du matin, partageant leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. Pour la première fois, elle avait vu Étienne sans ses masques, vulnérable et authentique, et malgré la trahison initiale, elle avait senti naître en elle quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle enfila un peignoir et sortit sur la terrasse où Étienne l'attendait, debout face au lac. Il portait un pantalon de toile beige et une chemise blanche aux manches retroussées. Cette tenue décontractée lui donnait un air plus jeune, plus accessible que ses éternels costumes d'homme d'affaires. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna, un sourire incertain aux lèvres. « Bonjour Camille, avez-vous bien dormi ?»« Mieux que je ne l'espérais. » Elle s'approcha de la balustrade, respirant l'air pur du matin. « Et vous ?» J'ai eu le temps de réfléchir. Il hésita un instant. « Camille, si vous le souhaitez, nous pouvons annuler ce mariage. Je peux faire en sorte que votre famille soit tout de même aidée financièrement, sans que vous ayez à subir les conséquences de mes mensonges. » Cette proposition l'a surpris. « Vous feriez cela ? Bien sûr, vous ne méritiez pas d'être trompé. Si vous voulez retrouver votre liberté... » « Étienne, » l'interrompit-elle en se tournant vers lui, « regardez-moi. » Il leva les yeux, et elle y lut une vulnérabilité qui la bouleversa. « Hier soir, vous m'avez dit que vous commenciez à tomber amoureux de moi. »« Oui, » murmura-t-il, les joues légèrement empourprées. « Et si je vous disais que moi aussi, j'ai ressenti quelque chose. Dès notre première rencontre au Biban, il y a eu cette connexion. » L'espoir illumina le visage d'Étienne. « Vraiment, vraiment. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne dis pas que je vous pardonne facilement ce mensonge, mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Et peut-être que nous pourrions essayer de construire quelque chose de vrai ensemble. Vous accepteriez de me donner une chance ? À une condition. » Son ton redevint ferme. « Plus jamais de secrets entre nous, plus jamais de mensonges, même par omission. Si nous faisons cela, nous le faisons dans la transparence totale. Je vous le promets, » dit-il avec ferveur. Alors, elle lui tendit la main. « Que diriez-vous de recommencer notre lune de miel ? Pour de bon, cette fois. » Il prit sa main, et ce contact simple lui envoya des frissons dans tout le corps. « J'aimerais beaucoup vous faire découvrir Annecy, la vraie ville, pas seulement les hôtels de luxe. J'adorerais cela. » Ils passèrent la matinée à déambuler dans les ruelles pavées de la vieille ville d'Annecy. Étienne se révéla un guide passionné, lui racontant l'histoire des canaux, l'architecture médiévale, les légendes locales. Camille découvrit un homme cultivé, curieux de tout, capable de s'émerveiller devant un simple reflet sur l'eau ou une façade colorée. « Vous connaissez bien cette région ?» remarqua-t-elle, alors qu'il s'arrêtait devant le palais de l'Isle. « Ma grand-mère paternelle était originaire de Savoie. Enfant, je passais tous mes étés ici. C'est un peu ma terre de cœur. » Il la regarda tendrement. « J'avais envie de vous la faire partager. » Cette confidence la toucha profondément. Il avait choisi Annecy pour leur lune de miel, non pas par hasard, mais parce que cet endroit lui était cher. C'était sa façon de lui ouvrir son cœur. Ils déjeunèrent dans une petite auberge face au lac, loin de l'agitation touristique. Camille commanda une perche du lac aux amandes. Étienne opta pour une fondue savoyarde. L'atmosphère était détendue, presque complice. « Parlez-moi de votre travail, »
dit Étienne en versant du vin blanc dans leur verre. Votre passion pour les livres, votre thèse abandonnée, j'aimerais tout savoir. Camille se lança dans une description enthousiaste de son métier, de sa fascination pour George Sand, de ses projets d'écriture. Étienne l'écoutait avec une attention qui la flattait, posant des questions pertinentes, montrant un intérêt sincère pour ses aspirations intellectuelles. « Vous savez, dit-il soudain, rien ne vous empêche de reprendre vos études maintenant. Vous pourriez finir votre thèse, peut-être même enseigner à l'université. Vous pensez vraiment que ce serait possible ? Camille, vous êtes maintenant ma femme. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour réaliser vos rêves. Je serais même honoré de vous soutenir dans cette démarche. » Cette générosité la bouleversa. « Étienne, vous n'êtes pas obligé de... »« Si !» l'interrompit-il en prenant sa main par-dessus la table. « Je veux que vous soyez heureuse, épanouie. Je ne veux pas que vous sacrifiez vos ambitions pour moi. » L'après-midi, ils louèrent un petit bateau et naviguèrent sur le lac. Camille, qui n'avait jamais pratiqué la voile, se laissa guider par Étienne qui manœuvrait avec une aisance naturelle. Le vent gonflait la voile, les emportant vers les montagnes qui encerclaient le lac de leurs sommets enneigés. « C'est magnifique !» murmura Camille, émerveillée par la beauté du paysage. « Regardez là-bas, dit Étienne, en pointant du doigt un château qui se dressait sur une colline. C'est le château de Menton-Saint-Bernard. La légende dit qu'il a inspiré Walt Disney pour le château de la Belle au bois dormant. Vraiment, vraiment, il sourit. Vous aimez les contes de fées ? J'ai toujours eu un faible pour eux, je l'avoue. Même si la réalité est généralement moins romantique. Peut-être, mais parfois, la réalité peut surprendre. Il la regarda intensément. Qui aurait cru, hier encore, que nous serions là tous les deux, en train de découvrir que nous nous plaisons vraiment ? Camille sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans le regard d'Étienne, une intensité nouvelle qui la troublait profondément. « Étienne, dit-elle doucement, que sommes-nous en train de faire exactement ? À votre avis, j'ai l'impression que nous tombons amoureux, pour de vrai cette fois. Et cela vous effraie ? Un peu, avoua-t-elle. Hier encore, j'étais résignée à un mariage de convenance. Et aujourd'hui, j'ai envie de croire aux contes de fées. » Étienne dirigea le bateau vers une petite crique isolée et jeta l'ancre. Le silence était parfait, troublé seulement par le clapotis de l'eau contre la coque et le cri lointain des mouettes. « Camille, dit-il en s'approchant d'elle, puis-je vous embrasser ? Vraiment cette fois ?» Elle hocha la tête, le cœur battant. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme une révélation. Ce baiser n'avait rien à voir avec celui protocolaire de la cérémonie. Il était tendre, passionné, chargé de promesses et d'émotions authentiques. Quand ils se séparèrent, Camille avait les joues en feu et le souffle court. « Voilà qui change tout, » murmura-t-elle. En effet, Étienne caressa délicatement sa joue. « Camille, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le découvrir avec vous. »« Moi aussi, » répondit-elle en se blottissant contre lui. Ils restèrent ainsi enlacés, bercés par le mouvement du bateau, regardant le soleil décliner derrière les montagnes. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Camille se sentait exactement à sa place. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari, et cette perspective, loin de l'effrayer, l'emplissait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour de lune de miel, et Camille commençait à s'habituer à sa nouvelle vie de Madame Marchand. L'appartement qu'Étienne possédait dans le 6e arrondissement de Lyon, face au parc de la Tête d'Or, était d'un raffinement qui l'intimidait encore parfois. Parquets anciens, meubles de designer, œuvres d'art contemporain, tout respirait le bon goût et la fortune, mais elle s'efforçait d'y apporter sa propre touche, disposant ses livres favoris sur les étagères, installant son petit bureau près de la fenêtre qui donnait sur le parc. Ce matin-là, elle se réveilla seule, dans leur lit king size. Étienne était parti très tôt pour une réunion importante avec des investisseurs allemands, non sans l'avoir embrassé tendrement et lui avoir murmuré qu'il rentrerait dîner. Ces petites attentions quotidiennes la comblaient de bonheur. Leur amour grandissait chaque jour, nourri par la découverte mutuelle de leurs goûts, de leurs habitudes, de leurs rêves.
Camille avait repris son travail à mi-temps à la bibliothèque de Toulouse, faisant l'aller-retour en TGV 3 fois par semaine. Étienne avait insisté pour qu'elle conserve cette activité qui lui tenait à cœur, tout en lui proposant de reprendre ses études doctorales à l'université Lyon 2. Elle avait rendez-vous cet après-midi même avec le professeur Bertrand, spécialiste de littérature du XIXe siècle, pour discuter de la reprise de sa thèse sur George Sand. Vers 11 heures, alors qu'elle préparait ses notes pour l'entretien, son téléphone sonna. Le nom d'Isabelle Marchand s'affichait sur l'écran. « Bonjour Isabelle, dit-elle en décrochant. « Camille, ma chérie, comment allez-vous » La voix de sa belle-mère paraissait inhabituellement tendue. « Très bien, merci. Étienne est en réunion, mais... En fait, c'est à vous que je souhaitais parler. » Isabelle marqua une pause. « Pourriez-vous venir prendre le thé cet après-midi ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rendez-vous à l'université, mais je pourrai passer après, vers 16 heures. » « Parfait. À tout à l'heure, ma chère. » L'entretien avec le professeur Bertrand se déroula mieux que Camille n'avait osé l'espérer. Cet homme de 60 ans, barbe grise et regard vif, accueillit avec enthousiasme son projet de reprendre sa thèse. Non seulement il accepta de diriger ses travaux, mais il lui proposa également un poste d'assistante de recherche qui lui permettrait de financer ses études. « Votre approche de l'influence de George Sand sur l'émancipation féminine est tout à fait pertinente, Madame Marchand, » lui dit-il, en la raccompagnant. « J'ai hâte de voir votre travail aboutir. » Non, en sortant de l'université, Camille avait le cœur léger. Sa nouvelle vie lui offrait des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle avait hâte de partager cette bonne nouvelle avec Étienne. L'hôtel particulier d'Isabelle Marchand se dressait dans le quartier chic de Bellecour, imposante demeure du XIXe siècle aux façades de pierre blonde. Camille fut accueillie par le majordome habituel et conduite au salon bleu où Isabelle l'attendait, plus élégante que jamais dans un ensemble Chanel gris-perle. « Camille, ma chérie, dit-elle en l'embrassant, vous rayonnez. Le mariage vous réussit. Merci, Isabelle. » Camille s'installa dans le fauteuil qu'on lui désignait. « Vous souhaitiez me parler de quelque chose d'important ?» Isabelle servit le thé avec des gestes précis, mais Camille remarqua que ses mains tremblaient légèrement. En effet, il s'agit d'Étienne et de certaines révélations qui pourraient bientôt faire surface. Un frisson d'inquiétude parcourut Camille. « De quoi parlez-vous ?»« Ma chère enfant. » Isabelle posa sa tasse et fixa Camille avec gravité. « Étienne vous a-t-il dit la vérité sur sa prétendue stérilité ?» La question prit Camille de court. Devait-elle révéler ce qu'Étienne lui avait confié en privé ? Pourquoi cette question ? Parce que j'ai des raisons de penser que cette histoire va ressortir. Différemment cette fois. Isabelle se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Camille, quelqu'un cherche à nuire à Étienne. Et cette personne connaît la vérité. » Quelle vérité ? Camille sentit son estomac se nouer. Qu'Étienne n'a jamais été stérile, qu'il a menti pendant des années pour se protéger d'un passé douloureux. Isabelle se retourna. « Il vous l'a dit, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête, comprenant qu'il était inutile de mentir. « J'en étais sûr. Mon fils a toujours eu du mal à mentir à ceux qu'il aime vraiment. » Un sourire triste éclaira le visage d'Isabelle. « Le problème, c'est que cette révélation pourrait détruire sa carrière et sa réputation si elle était rendue publique de manière malveillante. Qui ferait une chose pareille ? Apolline de Malraux. » Le nom claqua comme un coup de fouet. Son ex-épouse. Elle est de retour en France après des années passées aux États-Unis, et elle a des dettes considérables. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous pensez qu'elle va faire chanter Étienne ? C'est déjà fait. » Isabelle retourna s'asseoir, l'air soudain très fatigué. Elle a contacté Thibault il y a une semaine. Elle prétend avoir des preuves médicales qui contredisent la version officielle de la stérilité d'Étienne. Des documents datant de leur mariage. Mais c'est du chantage, bien sûr. Mais imaginez le scandale si cela sortait dans la presse. Étienne Marchand, le puissant CEO, qui ment sur sa condition médicale depuis des années. Les investisseurs, les partenaires, les concurrents, tous se poseraient des questions sur sa fiabilité, son intégrité. Camille se leva brusquement, arpentant le salon. « Il faut prévenir Étienne. Il est déjà au courant. Thibault le lui a dit hier soir. » Isabelle soupira profondément. «
C'est pour cela que je voulais vous voir, Camille. Cette épreuve va être terrible pour Étienne. Il va avoir besoin de tout votre soutien. Ah, bien sûr qu'il l'aura. La détermination de Camille surprit Isabelle. Nous affronterons cela ensemble. Même si sa réputation est détruite, même si vous vous retrouvez mêlé à un scandale public, Isabelle, dit Camille avec fermeté, j'aime votre fils, pas sa fortune, pas son statut, pas sa réputation, lui, l'homme qu'il est vraiment. S'il faut traverser une tempête pour le prouver, nous la traverserons. Un sourire ému éclaira le visage d'Isabelle. Je comprends maintenant pourquoi Étienne est tombé amoureux de vous. Vous avez une force que bien peu de femmes possèdent. Que demande exactement cette Apolline? 5 millions d'euros, en échange de son silence et de la destruction des documents compromettants. Isabelle secoua la tête. Étienne refuse de céder au chantage. Il préfère affronter les conséquences plutôt que de se laisser manipuler à nouveau par cette femme. Il a raison. On ne cède jamais face au maître chanteur. Camille réfléchit rapidement. Y a-t-il un moyen de discréditer cette femme? De prouver qu'elle ment? C'est compliqué. Étienne a effectivement fait des examens médicaux pendant leur mariage. Pour d'autres raisons, mais les documents existent. Apolline les a probablement récupérés lors du divorce. Alors, il faut que nous soyons plus intelligents qu'elle. Camille se rassit, l'esprit en ébullition. Isabelle, dites-moi tout ce que vous savez sur cette femme, ses faiblesses, ses erreurs passées, tout. Que comptez-vous faire? Me battre pour mon mari. Le regard de Camille était déterminé. Apolline de Malraux pense avoir affaire au même Étienne vulnérable qu'elle a manipulé il y a 10 ans. Elle ne sait pas qu'il a maintenant une épouse qui n'a pas l'intention de se laisser intimider. Isabelle sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Dans ce cas, ma chère Camille, permettez-moi de vous raconter tout ce que je sais sur cette harpie. En quittant l'hôtel particulier 2 heures plus tard, Camille avait la tête pleine d'informations et un plan qui commençait à se dessiner. Elle avait hâte de retrouver Étienne pour lui montrer qu'il n'était plus seul face à ses démons du passé. Leur amour naissant allait subir sa première véritable épreuve. Mais Camille était déterminée à en sortir victorieuse. Étienne rentra ce soir-là plus tard que prévu, les traits tirés et l'air sombre. Camille l'attendait dans le salon, un verre de son whisky préféré à la main et une détermination farouche dans les yeux. Quand il la vit, son visage s'éclaira fugacement avant de se rembrunir à nouveau. « Bonsoir, mon amour, » dit-il en l'embrassant tendrement. « Comment s'est passé ton rendez-vous à l'université? »« Très bien. Le professeur Bertrand a accepté de diriger ma thèse et me propose un poste d'assistante. » Elle lui tendit le verre. « Mais nous avons des choses plus importantes à discuter. » Étienne s'effondra dans le canapé, soudain paraissant plus vieux que ses 38 ans. « Tu es au courant, n'est-ce pas? Pour Apolline, ta mère m'a tout expliqué. » Camille s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son genou. « Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'espérais encore pouvoir régler cela sans t'impliquer. » Il but une gorgée de whisky, grimaçant. « Je ne voulais pas que mon passé vienne ternir notre bonheur si récent. Étienne, regarde-moi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Nous sommes mariés. Tes problèmes sont mes problèmes. Tes ennemis sont mes ennemis. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Les yeux d'Étienne s'emplirent de reconnaissance et d'amour. « Comment ai-je pu avoir la chance de te trouver? » Peu importe. Camille se redressa, passant en mode stratégique. « Maintenant, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Quand Apolline t'a-t-elle contacté? Que veut-elle précisément? » Étienne soupira et commença son récit. Apolline de Malraux était réapparue dans sa vie comme un fantôme malveillant. Après leur divorce acrimonieux 10 ans plus tôt, elle avait épousé un financier américain et était partie vivre à New York. Mais son second mariage s'était soldé par un nouveau divorce ruineux, et elle se retrouvait aujourd'hui criblée de dettes, poursuivie par ses créanciers, désespérée. « Elle m'a appelé directement au bureau il y a 3 jours, » expliqua Étienne. Au début, elle a joué la carte de la nostalgie, prétendant vouloir faire la paix. Puis elle a mentionné qu'elle avait conservé certains documents de notre mariage, des examens médicaux que j'avais passés à l'époque. Pour quelle raison avais-tu fait ces examens? Ironiquement, c'était elle qui me les avait demandés.
Elle voulait être sûre que nous pourrions avoir des enfants rapidement. J'étais si naïf à l'époque. Sa voix se durcit. Les résultats montraient que j'étais parfaitement fertile. Elle les a gardés comme une sorte d'assurance, au cas où elle en aurait besoin un jour. Camille sentit la colère monter en elle. Cette femme est un monstre de manipulation. Elle me donne 3 jours pour réfléchir à sa proposition. 5 millions d'euros contre son silence et la destruction des documents. Sinon, elle vend l'histoire au plus offrant. Étienne se passa la main dans les cheveux. Camille, si cette information sort, c'est toute ma crédibilité qui s'effondre. Mes partenaires, mes investisseurs, mes employés, tous vont se demander sur quoi d'autre j'ai menti. Et tu préfères ne pas payer? Absolument. Sa réponse fut catégorique. Si je cède maintenant, elle reviendra. Encore et encore. Je refuse de vivre sous le chantage pour le reste de ma vie. Camille sourit, fière de la détermination de son mari. Parfait. Alors nous allons nous battre. Nous? Nous? Elle se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec un dossier qu'elle avait préparé. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur ton ex-épouse, et j'ai découvert des choses intéressantes. Étienne ouvrit le dossier, les sourcils froncés. Comment as-tu obtenu tout cela? Ta mère m'a donné quelques pistes, et j'ai fait appel à un détective privé. Les avantages d'être marié à un homme fortuné. Son sourire était carnassier. Regarde la page 3. Étienne parcourut le document, ses yeux s'écarquillant progressivement. Elle a été arrêtée pour escroquerie à New York, 2 fois, une fois pour avoir falsifié des documents financiers, une autre pour avoir tenté de faire chanter son ex-beau-père. Les charges ont été abandonnées contre dédommagement, mais les dossiers existent. Camille s'assit à califourchon sur les genoux d'Étienne, le regardant droit dans les yeux. Ta chère ex-femme a fait du chantage une profession. Mais en quoi cela nous aide-t-il? Ces affaires se sont passées aux États-Unis, certes, mais maintenant elle est en France. Et en France, le chantage est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Camille sortit son téléphone. J'ai pris rendez-vous demain matin avec Maître Dubois, l'un des meilleurs avocats pénalistes de Lyon. Nous allons déposer plainte contre Apolline pour tentative d'extorsion. Étienne la regardait avec admiration et incrédulité. Tu as organisé tout cela en une journée? Je t'avais dit que tes ennemis étaient mes ennemis. Elle l'embrassa passionnément. Mais ce n'est pas tout. J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Et si nous devancions Apolline? Et si nous révélions nous-mêmes la vérité, mais à notre manière? Étienne fronça les sourcils. Comment ça? Une conférence de presse. Tu expliques calmement pourquoi tu as menti pendant toutes ces années. Tu présentes les faits dans leur contexte. Tu montres que c'était une réaction de défense face aux manipulations de ton ex-épouse. Tu transformes sa révélation choc en explication rationnelle et compréhensible. Camille, c'est très risqué. Moins risqué que de subir les révélations d'Apolline. Si c'est toi qui contrôles le narratif, tu peux expliquer tes motivations, susciter la compréhension plutôt que le scandale. Elle caressa sa joue. Et puis, tu ne seras pas seul. Je serai à tes côtés. Nous affronterons cela ensemble. Étienne réfléchit longuement, pesant les avantages et les inconvénients de cette stratégie audacieuse. Et si les investisseurs perdent confiance, si l'entreprise en pâtit, alors nous reconstruirons. La détermination de Camille était inébranlable. Étienne, tu es un homme intègre qui a créé une entreprise formidable. Un mensonge défensif vieux de 10 ans ne peut pas effacer tout cela. Tes vrais partenaires le comprendront. Et si Apolline révèle quand même l'histoire après notre conférence de presse, alors elle perdra tout impact. Quelle valeur aura son scoop si tu as déjà tout révélé? Camille sourit malicieusement, et pendant ce temps, elle sera poursuivie en justice pour chantage. Sa crédibilité sera détruite. Étienne attira Camille contre lui, ému par sa combativité et son intelligence stratégique. Comment es-tu devenu si redoutable en si peu de temps? C'est l'amour qui m'a donné des ailes, et la colère contre celle qui ose s'attaquer à mon mari. Elle se redressa, le regard déterminé. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Nous passons à l'attaque? Étienne la regarda longuement, puis un sourire lent et admiratif éclaira son visage. D'accord, nous passons à l'attaque, mais à une condition. Laquelle?
que tu acceptes de partager officiellement la direction de la communication de cette opération. Ton intelligence stratégique mérite d'être reconnue. Camille éclata de rire. Mon cher mari, vous venez de découvrir que vous avez épousé une guerrière. J'espère que vous êtes prêt à assumer les conséquences. Plus que prêt. Il l'embrassa avec passion. Apolline de Malraux ne sait pas ce qui l'attend. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Étienne dormit paisiblement. À ses côtés, Camille veillait, l'esprit déjà occupé à peaufiner leur stratégie. La bataille pour l'honneur de son mari venait de commencer, et elle était bien décidée à la gagner. Le lendemain matin, elle ferait face à Apolline de Malraux. Et cette dernière découvrirait qu'Étienne Marchand n'était plus seul pour affronter ses fantômes du passé. Le cabinet de Maître Dubois occupait tout un étage d'un immeuble haussmannien de la rue de la République. L'avocat, homme de 50 ans aux tempes grisonnantes et au regard perçant, écouta attentivement le récit d'Étienne et de Camille en prenant des notes méticuleuses. « Madame Marchand a eu une excellente intuition », déclara-t-il en refermant son dossier. Le chantage est effectivement un délit grave, et les antécédents américains de cette dame plaident en notre faveur. Nous pouvons déposer plainte immédiatement. « Combien de temps avant qu'elle soit arrêtée ?» demanda Camille. « Cela dépendra de la réactivité du procureur, mais je dirais 48 heures maximum. Le problème, c'est qu'entre-temps, elle peut encore nuire. » Maître Dubois se tourna vers Étienne. Votre idée de conférence de presse est audacieuse, mais c'est probablement la meilleure défense. Contrôlez le narratif avant qu'elle ne le fasse à votre place. Nous organisons cela pour demain après-midi, annonça Étienne. J'ai convoqué la presse économique et mes principaux partenaires. Parfait. En attendant, nous lançons la procédure judiciaire. L'avocat se leva. Madame Marchand, puis-je vous dire que votre mari a beaucoup de chance de vous avoir? Votre approche stratégique est remarquable. En sortant du cabinet, Camille se sentait galvanisée. La bataille était engagée, et elle avait confiance en leur stratégie. Mais Étienne semblait plus tendu que jamais. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-elle alors qu'ils marchèrent vers leur voiture. « Non. Enfin, peut-être un peu. » Il s'arrêta et la prit dans ses bras. « Camille, tu réalises que demain, toute la France va savoir que j'ai menti pendant des années, que notre mariage va être scruté, analysé, critiqué. Et alors, elle caressa sa joue. Notre amour est réel, notre bonheur est réel. Le reste, ce ne sont que des opinions d'étrangers. Tu as raison. » Il l'embrassa tendrement. « Allons préparer cette conférence de presse. Nous avons une guerre à gagner. » Ils passèrent le reste de la journée à peaufiner le discours d'Étienne, anticipant les questions des journalistes, préparant les documents justificatifs. Camille se révéla d'une efficacité redoutable, structurant le message, suggérant les formulations les plus percutantes. Le lendemain matin, cependant, leurs plans furent bousculés. Thibault débarqua chez eux sans prévenir, le visage livide et un journal à la main. « Étienne, dit-il en agitant le quotidien, nous avons un problème. » La une du journal économique Les Échos portait un titre ravageur, « Étienne Marchand, le mensonge qui cache la vérité ». L'article, signé d'un journaliste d'investigation réputé, révélait en détail la supercherie de la stérilité, les documents médicaux, et surtout, peignait Étienne comme un manipulateur sans scrupules. « Comment ont-ils eu ces informations ?» demanda Camille, furieuse. « Apolline a vendu son histoire cette nuit, » répondit Thibault. « Elle a probablement senti que vous prépariez quelque chose. » Étienne parcourait l'article, son visage devenant de plus en plus sombre. « C'est pire que ce que j'imaginais. Ils insinuent que si j'ai menti sur cela, j'ai pu mentir sur mes bilans financiers, mes projets d'entreprise. Ton téléphone sonne depuis ce matin, » ajouta Thibault. « Investisseurs, partenaires, journalistes, tout le monde veut des explications. » Camille sentit la panique la gagner momentanément, puis elle se ressaisit. « Non, nous ne laissons pas cette garce dicter notre agenda. La conférence de presse a lieu comme prévu. »« Camille, dit Étienne doucement, peut-être devrions-nous annuler, faire profil bas en attendant que l'orage passe. »« Surtout pas. » Sa détermination surprit les deux hommes. « C'est exactement ce qu'elle veut. Que tu te caches, que tu aies l'air coupable. Nous allons au contraire attaquer de front. »« Mais comment ?» demanda Thibault, dubitatif.
Camille réfléchit rapidement, son esprit stratégique tournant à plein régime. Nous changeons l'angle d'attaque. Au lieu de nous justifier, nous passons à l'offensive. Nous révélons qui est vraiment Apolline de Malraux. Elle se dirigea vers son ordinateur et commença à taper fébrilement. « Étienne, appelle ta directrice de communication. Dis-lui de convoquer tous les médias, pas seulement la presse économique. Nous allons faire du bruit. »« Que fais-tu » demanda Étienne en s'approchant de l'écran. « Je rédige un communiqué de presse explosif. Nous révélons les antécédents d'Apolline, ses arrestations pour chantage, sa tentative d'extorsion contre toi. Nous montrons qui tire les ficelles de cette campagne de diffamation. » Thibault lisait par-dessus son épaule. « C'est risqué, Camille. Si elle porte plainte pour diffamation, quel essai? Nous avons les preuves. » Camille se tourna vers Étienne. « Mon amour, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. » Étienne la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, nous fonçons. » 2 heures plus tard, l'auditorium de Marchand Énergie était bondé. Journalistes, investisseurs, employés, tous attendaient des explications d'Étienne. Les caméras de télévision étaient braquées sur l'estrade où le couple Marchand allait s'expliquer. Étienne prit la parole en premier, assumant pleinement ses mensonges passés, expliquant le contexte de sa première union, sa volonté de se protéger après avoir été trahi et manipulé. Son discours était sincère, émouvant, sans excuses, mais avec une reconnaissance claire de ses erreurs. Puis ce fut au tour de Camille. Elle s'avança vers le pupitre avec une assurance qui impressionna l'assistance. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire et ferme, « vous venez d'entendre mon mari assumer la responsabilité de ses actes. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ces révélations surgissent aujourd'hui. » Elle déplia ses notes et révéla méthodiquement le passé d'Apolline de Malraux, ses arrestations aux États-Unis, ses tentatives de chantage précédentes, sa situation financière désespérée. Cette femme, continua Camille, en montrant une photo d'Apolline projetée sur l'écran derrière elle, fait du chantage une profession. Elle a tenté d'extorquer 5 millions d'euros à mon mari en échange de son silence. Nous avons déposé plainte hier pour tentative d'extorsion. Un murmure parcourut l'assemblée. Les journalistes prenaient des notes furieusement. Mon mari a commis une erreur en mentant sur sa condition médicale. Mais cette erreur, née d'une blessure profonde, ne remet pas en question son intégrité professionnelle, sa compétence ou sa vision pour Marchand Énergie. Camille balaya l'assistance du regard. En revanche, les méthodes de chantage et de diffamation de son ex-épouse remettent en question tout ce qu'elle pourra dire à l'avenir. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire confiant « D'ailleurs, j'ai une dernière information à partager avec vous. Ce matin même, Apolline de Malraux a été interpellée par la police judiciaire. Elle est actuellement en garde à vue pour tentative d'extorsion de fonds. » Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Les journalistes se levèrent, posant 1000 questions en même temps. Étienne regardait sa femme avec admiration. En l'espace de 20 minutes, elle avait retourné complètement la situation. « Une dernière chose, » dit Camille, en levant la main pour réclamer le silence. « Mon mari et moi sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant. » Le silence se fit total dans l'auditorium. Puis, des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus nourris. Étienne se figea. Ce n'était pas prévu dans leur stratégie. Il regarda Camille, qui lui sourit tendrement. « C'est vrai ?» murmura-t-il. « Je l'ai su ce matin. Le test était positif. » Elle prit sa main. « Notre amour a donné la vie, Étienne. Et c'est la plus belle réponse que nous puissions donner à tous ceux qui doutent de nous. » Les larmes aux yeux, Étienne embrassa sa femme devant toutes les caméras. Dans la salle, l'émotion était palpable. L'histoire du CEO menteur était en train de se transformer en belle histoire d'amour et de rédemption. Apolline de Malraux avait perdu sa guerre, et Camille venait de gagner bien plus qu'une bataille. Elle avait gagné l'avenir. Les jours qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon d'émotions et d'activités. L'appartement d'Étienne et Camille était devenu le centre d'un cyclone médiatique, mais cette fois-ci, le vent soufflait dans leur direction. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner, journalistes demandant des interviews, investisseurs réaffirmant leur confiance, employés exprimant leur soutien.
Camille, installée dans le canapé du salon avec une tisane de gingembre pour calmer ses nausées matinales, lisait les articles de presse avec satisfaction. Le Figaro titrait « Quand l'amour triomphe du chantage », tandis que Le Monde analysait la stratégie brillante de Camille Marchand face aux manipulateurs. « Tu lis encore les journaux ?» dit Étienne, en s'asseyant à côté d'elle, lui apportant des toasts beurrés. « Tu vas finir par avoir la grosse tête. »« Je savoure notre victoire, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Et puis, j'aime bien lire qu'on me décrit comme la femme qui a su retourner une situation désespérée. » Étienne caressa doucement son ventre encore plat. « Notre petit bébé aura une maman stratège redoutable. J'espère qu'il ou elle aura hérité de ton intelligence et de ta détermination, » ajouta Camille en l'embrassant. « Comment vont les affaires ? » « Mieux que je n'osais l'espérer. » Étienne sourit. « 3 nouveaux investisseurs nous ont contactés depuis hier. Il semblerait que notre histoire d'amour et ta gestion de crise ait impressionné le milieu des affaires. On me dit même que je devrais t'engager comme directrice de la communication. J'y réfléchirai après mon congé maternité, » plaisanta Camille. Le téléphone sonna, interrompant leur moment de tendresse. C'était Maître Dubois, avec des nouvelles d'Apolline. « Elle a été mise en examen pour tentative d'extorsion et chantage, » annonça l'avocat. « Face aux preuves, elle a fini par avouer. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. En attendant le procès, elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de vous approcher. »« Et les médias ?» demanda Camille. « Ils se sont totalement détournés d'elle. Personne ne veut plus être associé à cette affaire maintenant qu'elle est officiellement une maître chanteuse. Votre stratégie a parfaitement fonctionné, Madame Marchand. » En raccrochant, Camille sentit un poids sauter de ses épaules. Cette femme qui avait empoisonné la vie d'Étienne ne pourrait plus jamais lui nuire. « Il faut que j'aille au bureau, » dit Étienne en se levant. « Conseil d'administration exceptionnel. Les membres veulent officiellement exprimer leur soutien et discuter de l'avenir de l'entreprise. Tu veux que je t'accompagne ? » « Non, repose-toi. Le médecin a dit que les premiers mois étaient cruciaux. » Il l'embrassa tendrement. « Je reviens dîner. Ce soir, nous fêtons ça dans notre restaurant préféré. » Après le départ d'Étienne, Camille décida de se rendre à la bibliothèque de Toulouse pour annoncer sa grossesse à ses collègues et organiser son congé maternité. Le voyage en TGV lui donna le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il y a 3 mois, elle était une jeune femme résignée à un mariage de convenance avec un homme qu'elle croyait stérile. Aujourd'hui, elle était profondément amoureuse, enceinte, et reconnue comme une femme d'influence, capable de gérer les crises les plus complexes. Sa vie avait basculé de manière inimaginable. À la bibliothèque, l'accueil fut chaleureux. Ses collègues avaient suivi les événements dans la presse et étaient fiers de leur Camille qui avait su tenir tête aux puissants. « Tu es devenue une célébrité !» s'exclama Madame Dubois, la bibliothécaire en chef. « Tous les journaux parlent de ton intelligence stratégique. Tu nous fais honneur. »« Merci », dit Camille, émue. « Mais je reste la même personne. Une bibliothécaire passionnée de littérature qui a eu la chance de tomber amoureuse. »« Et qui va avoir un bébé ?» ajouta Sophie, sa collègue préférée. « Raconte-nous tout !» Camille passa l'après-midi à partager son bonheur avec ses amis, organisant sa transition vers le mi-temps, puis son congé maternité. Elle réalisa à quel point ses liens avec son ancienne vie lui étaient précieux. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à repartir pour Lyon, elle reçut un appel inattendu. Le numéro était masqué. « Allô ? Camille Marchand ?» La voix était féminine, légèrement rauque. « Oui. Qui est à l'appareil ? » « Apolline de Malroux. » Camille sentit son sang se glacer. « Vous n'avez pas le droit de me contacter. Écoutez-moi, » l'interrompit Apolline d'une voix pressante. « Je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Je sais que vous me détestez. Mais je voulais juste vous dire une chose. »« Quoi ?» Malgré elle, Camille était curieuse. « Vous avez gagné. Complètement. Et vous savez quoi ? Je suis presque contente. » La voix d'Apolline tremblait légèrement. Étienne méritait mieux que ce que je lui ai fait subir. Il méritait quelqu'un comme vous. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que je vais probablement aller en prison et que j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Apolline soupira. J'ai détruit ma vie par cupidité et amertume. Vous avez construit quelque chose de beau avec lui. Prenez soin de lui, Camille,
et prenez soin de votre enfant. » La ligne se coupa. Camille resta quelques instants immobile, troublée par cet appel inattendu. Y avait-il encore une once d'humanité chez cette femme qui avait causé tant de mal? Le soir, elle retrouva Étienne chez Bocuse, leur restaurant préféré sur les quais du Rhône. Il l'attendait avec un bouquet de roses et un sourire radieux. « Comment s'est passé ton conseil d'administration ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Magnifiquement !» Étienne rayonnait. « Vote de confiance unanime, budget augmenté pour nos projets de recherche. Et... » il marqua une pause théâtrale. « Ils ont approuvé ma proposition de créer un poste de directrice de la stratégie et de la communication. Devine pour qui? Étienne, tu n'as pas fait ça. Si. Le poste t'attend après ton congé maternité, si tu le souhaites. Salaire à la hauteur de tes compétences, bureau au dernier étage avec vue sur Lyon et surtout la possibilité de continuer tes recherches universitaires à mi-temps. » Camille sentit les larmes monter. « Tu as pensé à tout. J'ai pensé à notre avenir, à notre famille. » Il prit sa main. « Camille, il y a encore quelque chose. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu. « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je voulais t'offrir une vraie bague de fiançailles. Celle que j'aurais choisie si je t'avais demandé en mariage, par amour plutôt que par arrangement. » Il ouvrit l'écrin, révélant un magnifique solitaire entouré de diamants plus petits. « Camille Bernard, devenu marchand, voulez-vous m'épouser? Pour de vrai cette fois? Par amour ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Camille. « Oui, Étienne, 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt à côté de son alliance. Dans le restaurant, les autres clients avaient remarqué la scène et applaudissaient discrètement. « Je t'aime, » murmura Étienne en l'embrassant. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Et merci. » « Merci pourquoi? Pour avoir menti sur ta stérilité. » Elle sourit à travers ses larmes. « Sans ce mensonge, nous ne nous serions jamais rencontrés. Et sans cette épreuve avec Apolline, nous n'aurions peut-être jamais découvert à quel point nous formons une équipe formidable. » Étienne éclata de rire. « Tu es incroyable. Tu trouves du positif même dans mes pires erreurs. »« C'est ça, l'amour, » dit Camille en caressant son ventre. « Mais transformer les erreurs en opportunités, les épreuves en victoires et les mariages arrangés en histoire d'amour éternelle. » Ils dînèrent dans la joie, planifiant leur avenir, parlant de leur enfant à naître, rêvant des années qui les attendaient. Dehors, Lyon scintillait dans la nuit, témoin silencieux de leur bonheur retrouvé. Apolline de Malraux était devenue un mauvais souvenir. L'avenir leur appartenait. 6 mois plus tard, la grossesse de Camille s'épanouissait magnifiquement. Son ventre rond se dessinait sous ses robes amples et la joie de porter la vie illuminait son visage. Elle avait quitté temporairement son poste à la bibliothèque de Toulouse pour se consacrer pleinement à sa grossesse et à la préparation de son nouveau rôle chez Marchand Énergie. Entre les cours de préparation à l'accouchement, les rendez-vous médicaux et l'aménagement de la nursery, ses journées étaient bien remplies. Ce matin d'avril, elle se trouvait dans le bureau d'Étienne au siège de l'entreprise, l'aidant à préparer une présentation importante pour de nouveaux investisseurs japonais. Malgré sa grossesse, elle n'avait pas pu résister à l'envie de continuer à épauler son mari dans les moments cruciaux. « Tu es sûr que tu ne te fatigues pas trop ?» demanda Étienne en la voyant se lever difficilement de sa chaise pour aller chercher un dossier. « Ça va très bien », répondit Camille en souriant. Le bébé semble apprécier l'agitation. Il bouge beaucoup quand nous travaillons ensemble. C'est peut-être une petite fille qui a hérité de l'intelligence stratégique de sa maman, plaisanta Étienne en venant l'embrasser. Depuis qu'ils connaissaient le sexe de leur enfant, une petite fille qu'ils avaient décidé d'appeler Louise en hommage à la grand-mère d'Étienne, leur bonheur semblait complet. La nursery était prête, décorée dans des tons poudrés, avec une bibliothèque miniature que Camille avait insisté pour installer. Un coup frappé à la porte interrompit leur moment de tendresse. Clarisse, l'assistante d'Étienne, entra avec une expression troublée. « Monsieur Marchand, excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent et personnel. Qui est-ce? Un certain docteur Philippe Moreau. Il prétend avoir des informations importantes concernant... » Clarisse hésita, jetant un regard gêné vers Camille. « Concernant votre première épouse. »
Étienne et Camille échangèrent un regard inquiet. Ils pensaient que le chapitre Apolline était définitivement clos. Elle avait été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et une lourde amende et avait quitté la France pour retourner aux États-Unis. « Faites-le entrer », dit Étienne, après un moment d'hésitation. Le docteur Moreau était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et au regard bienveillant. Il portait un costume sombre et tenait une mallette de cuir vieillie. Son expression était grave, mais empreinte de compassion. « Monsieur Marchand, madame, » dit-il en s'inclinant légèrement, « je vous présente mes excuses pour cette intrusion, mais je me devais de venir vous voir en personne. »« Docteur Moreau ?» dit Étienne en l'invitant à s'asseoir. « De quoi s'agit-il exactement ? » ?»« Je suis gynécologue obstétricien à la retraite. Il y a 10 ans, j'ai suivi madame Apolline de Malroux, alors votre épouse, pendant sa grossesse. » Le médecin ouvrit sa mallette et en sortit un dossier médical épais. « J'ai appris récemment les événements qui se sont produits entre vous, et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de vous révéler certains faits. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Quel fait ? » ?»« Madame de Malroux était effectivement enceinte pendant votre mariage, monsieur Marchand, mais contrairement à ce qu'elle vous a fait croire, vous étiez bien le père de cet enfant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne devint livide, ses mains tremblant légèrement. Camille posa instinctivement une main protectrice sur son ventre. « Qu'est-ce que vous dites ?» balbutia Étienne. « Les tests de paternité que j'ai effectués à l'époque étaient formels. L'enfant que portait votre ex-épouse était bien de vous. » Le docteur sortit des documents de son dossier. « Voici les résultats, datés et certifiés. Je les ai conservés toutes ces années dans mes archives. Mais elle m'a dit que l'enfant était de son amant. » Étienne se leva brusquement, arpentant le bureau. « Elle a juré que je n'étais pas le père. Elle mentait, monsieur Marchand. » Le regard du médecin était empreint de tristesse. Je n'ai compris ses motivations que bien plus tard, en reconstituant les événements. « Qu'est-il arrivé à cet enfant ?» demanda Camille d'une voix à peine audible. Le docteur hésita un long moment avant de répondre. « Madame de Malroux a fait une fausse couche au 6e mois de grossesse, une complication que nous n'avons pas pu éviter. » Étienne s'effondra dans son fauteuil, le visage entre les mains. « Mon enfant. J'ai eu un enfant, et je ne l'ai jamais su. »« Pourquoi a-t-elle menti ?» demanda Camille, les larmes aux yeux. « D'après ce que j'ai pu reconstituer, » expliqua le docteur, « Madame de Malroux avait effectivement une liaison parallèle. Quand elle a perdu l'enfant, elle était dévastée. Mais elle avait aussi peur de votre réaction, monsieur Marchand. Elle savait que son infidélité serait découverte tôt ou tard. Alors, elle a préféré vous faire croire que l'enfant n'était pas de vous, plutôt que d'avouer sa liaison tout en perdant votre soutien dans cette épreuve. « C'est monstrueux, » murmura Camille. Elle était jeune, terrifiée et dans un état psychologique très fragile après la fausse couche. Le médecin referma son dossier. « Je ne cherche pas à l'excuser mais à vous expliquer. Elle m'a fait jurer de ne jamais révéler la vérité, prétendant que c'était mieux pour tout le monde. J'ai respecté ce secret pendant 10 ans, mais quand j'ai vu à la télévision comment elle a tenté de vous faire chanter, vous avez décidé de nous dire la vérité, » compléta Étienne d'une voix brisée. « Exactement. Vous avez le droit de savoir que vous avez été père, monsieur Marchand. Même brièvement, même sans le savoir. Cet enfant existait et il était vôtre. » Camille se leva péniblement et s'approcha d'Étienne. Elle posa ses mains sur ses épaules, sentant la tension et la douleur qui l'habitaient. « Docteur Moreau, » dit-elle, « est-ce que vous connaissez le sexe de cet enfant ?» C'était un petit garçon. Le médecin sourit tristement. Madame de Malroux l'avait appelé Gabriel. Étienne éclata en sanglots, toutes ses défenses s'effondrant d'un coup. Camille l'entoura de ses bras autant que son ventre le permettait, pleurant avec lui sur cet enfant fantôme qu'il n'avait jamais connu. Le docteur Moreau se leva discrètement. « Je vais vous laisser. Les documents vous appartiennent maintenant. » Il marqua une pause à la porte. « Monsieur Marchand, vous allez être papa très bientôt. Ne laissez pas la douleur du passé gâcher la joie de ce qui vous attend. Gabriel aurait voulu que vous soyez heureux. » Après le départ du médecin, Étienne et Camille restèrent longtemps enlacés dans le silence du bureau. Dehors, la vie continuait.
indifférentes à leur bouleversement intérieur. « Camille, murmura finalement Étienne, je ne sais pas comment gérer ça. J'ai été père sans le savoir. J'ai perdu un enfant sans jamais l'avoir eu. Nous allons l'apprendre ensemble, répondit-elle en caressant ses cheveux. Et peut-être que Gabriel sera là, d'une certaine manière, pour veiller sur sa petite sœur. Tu crois qu'on peut aimer un enfant qu'on n'a jamais rencontré? Je crois qu'on peut aimer l'idée de cet enfant, l'aimer pour ce qu'il aurait pu être. Camille prit le visage d'Étienne entre ses mains. Et je crois que cet amour ne diminue en rien celui que nous portons à Louise. Au contraire, il nous rappelle combien la vie est précieuse. Étienne hocha la tête, essuyant ses larmes. J'aimerais qu'on aille se recueillir quelque part, pour Gabriel, pour lui dire que nous savons maintenant qu'il a existé. Nous le ferons, promit Camille, dès que tu te sentiras prêt. Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux en silence, chacun perdu dans ses pensées. La révélation du docteur Moreau avait ouvert une blessure qu'ils ne soupçonnaient pas, mais elle avait aussi révélé une vérité qui permettrait enfin à Étienne de faire le deuil complet de son passé. En s'endormant, Camille sentit Louise bouger vigoureusement dans son ventre, comme si elle voulait leur rappeler que l'avenir était là, plein de promesses et d'amour. Gabriel appartenait au passé, mais son souvenir enrichirait l'amour qu'ils donneraient à leur fille. 2 ans plus tard, par une radieuse journée de printemps, Camille observait depuis la terrasse de leur nouvelle maison d'Albi le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Dans le jardin fleuri, Étienne courait après Louise, âgée maintenant de 18 mois, qui trottinait sur ses petites jambes potelées en poussant des cris de joie. Ses boucles châtaines voltigeaient au soleil, et son rire cristallin emplissait l'air de bonheur. « Papa, papa !» gazouillait la petite fille en tendant les bras vers son père. Étienne la souleva en l'air, la faisant tournoyer pendant qu'elle gloussait de plaisir. L'image de cet homme puissant et respecté transformé en papa gâteau attendrissait Camille chaque jour davantage. « Camille !» appela-t-il depuis le jardin. « Viens voir, Louise fait ses premiers pas vers la roseraie. » Camille posa son ordinateur portable, elle travaillait sur sa thèse, qu'elle avait enfin reprise, et descendit rejoindre sa famille. Sa famille, ces mots résonnaient encore en elle, comme une mélodie merveilleuse. Après la révélation du docteur Moreau concernant Gabriel, Étienne avait traversé une période difficile. Il avait fallu du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour qu'il apprenne à faire la paix avec ce passé douloureux. Ils avaient fait graver une plaque commémorative dans le jardin de leur nouvelle maison. Gabriel, notre ange gardien. Étienne venait s'y recueillir parfois, et Camille avait appris à respecter ces moments de silence. « Regarde comme elle grandit vite !» murmura Étienne en installant Louise sur ses épaules. « Hier encore, elle tenait dans mes bras, et maintenant, elle court partout. Le temps passe si vite !» acquiesça Camille en caressant la joue de sa fille. « J'ai parfois du mal à croire que tout a commencé par un mariage arrangé que je redoutais. Et moi, j'ai du mal à croire que j'ai failli perdre tout cela à cause de mes mensonges et de ma lâcheté. » Camille l'embrassa tendrement. « Nous avons tous nos blessures, mon amour. L'important, c'est de les guérir ensemble. » Ils avaient quitté Lyon 6 mois plus tôt pour s'installer à Albi, dans cette maison de maître du XIXe siècle qu'ils avaient restaurée avec amour. Étienne dirigeait désormais Marchand Énergie à distance, se déplaçant à Lyon seulement 2 jours par semaine. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités à Thibault, avec qui il avait enfin réussi à réconcilier. La naissance de Louise avait apaisé bien des rancœurs familiales. Camille, elle, avait trouvé son équilibre parfait. Elle terminait sa thèse sur George Sand tout en élevant Louise, et elle avait accepté un poste de consultante en communication pour plusieurs entreprises de la région. Sa gestion de la crise Apolline était devenue un cas d'école dans les écoles de commerce, et elle donnait régulièrement des conférences sur la gestion de crise et la communication stratégique. « Maman, maman !» Louise tendait maintenant ses petits bras vers Camille, réclamant un câlin. « Viens là, ma princesse !» dit Camille, en la prenant dans ses bras. Louise avait hérité des yeux gris de son père et de la détermination de sa mère. À 18 mois, elle affichait déjà un caractère bien trempé qui amusait et impressionnait ses parents. « Au fait, » dit Étienne en s'asseyant sur le banc de pierre qu'ils avaient installé sous le grand chêne,
J'ai reçu des nouvelles d'Apolline ce matin. » Camille le regarda avec surprise. « Vraiment ? Elle m'a écrit de New York, une vraie lettre, écrite à la main. » Étienne sortit de sa poche une enveloppe froissée. Elle a trouvé du travail dans une galerie d'art. Elle suit une thérapie, et elle dit qu'elle va mieux. Que dit-elle d'autre? Elle s'excuse. Encore. Et elle dit qu'elle a lu un article sur nous dans un magazine français, sur notre nouvelle vie à Albi, notre bonheur, Louise. Étienne marqua une pause. Elle dit qu'elle est heureuse pour nous, qu'elle comprend enfin ce qu'est le véritable amour en voyant ce que nous avons construit. Camille réfléchit à ces paroles. Tu crois qu'elle est sincère? Je pense qu'elle essaie de l'être, et, au fond, peu m'importe. Il regarda Louise qui s'amusait à attraper des pétales de rose. Cette femme appartient à un autre chapitre de ma vie, un chapitre clos. Elle nous a peut-être rendu service, finalement, dit Camille pensivement. Comment ça? Sans sa tentative de chantage, nous n'aurions jamais vécu cette épreuve ensemble. Nous n'aurions jamais découvert à quel point nous formions une équipe solide. Elle sourit. Et puis, c'est grâce à cette crise que j'ai découvert ma vocation de stratège en communication. Étienne éclata de rire. Tu trouves toujours le positif dans tout? C'est mon super pouvoir, plaisanta Camille. Louise, fatiguée par sa course dans le jardin, commençait à s'endormir dans les bras de sa mère. Ses petites mains s'accrochaient instinctivement au collier de perles que portait Camille, celui qu'Isabelle lui avait offert le jour du mariage. Elle a l'air fatiguée, chuchota Étienne. Je vais la coucher. Pendant qu'Étienne montait Louise dans sa chambre, Camille resta seule dans le jardin. Elle contempla la plaque de Gabriel, puis leva les yeux vers les collines albigeoises qui s'étendaient à perte de vue. Quelle route incroyable elle avait parcourue depuis ce jour où sa mère lui avait annoncé son mariage arrangé. « À quoi penses-tu » demanda Étienne en revenant s'asseoir à côté d'elle. « À nous, à notre histoire. » Elle se blottit contre lui. « Tu sais, parfois je me demande ce qui se serait passé si tu ne m'avais jamais dit la vérité sur ta prétendue stérilité. Si nous avions continué à vivre dans le mensonge, nous n'aurions jamais été vraiment heureux, » répondit Étienne sans hésiter. « On ne peut pas construire l'amour sur des fondations fragiles. Et si tu n'avais jamais menti dès le départ, si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances ?» Étienne réfléchit un moment. « Je pense que nous nous serions trouvés quand même, d'une manière ou d'une autre. » Il lui prit la main. « Nous étions faits l'un pour l'autre, Camille. Le destin s'est juste servi d'un chemin un peu tortueux pour nous réunir. Le destin, ou tes parents désespérés et ma mère manipulatrice ?» taquina Camille. « Les deux !» Ils éclatèrent de rire. Un bruit de moteur les interrompit. Une voiture remontait l'allée de gravier. Isabelle Marchand en descendit, élégante comme toujours dans un tailleur de lin beige, les bras chargés de cadeaux pour Louise. « Mais chérie, » dit-elle en les embrassant. « Mais comment va ma petite fille ?»« Elle dort, » répondit Camille. « Mais elle sera folle de joie de vous voir à son réveil. »« Et comment avance la thèse ?» demanda Isabelle en s'installant avec eux. « Très bien. Je la soutiens dans 3 mois. » Camille rayonnait. « Le professeur Bertrand dit que c'est un travail remarquable. Je suis si fier de vous, ma chère Camille. Vous avez transformé mon fils en homme heureux, et vous avez construit une vie magnifique. »« Nous avons construit ensemble, » corrigea Camille, en regardant Étienne avec amour. « Au fait, » dit Isabelle avec un sourire mystérieux, « j'ai une nouvelle à vous annoncer. Thibaut va se marier. »« Vraiment ?» s'exclama Étienne. « Avec qui ?»« Avec Sarah, sa directrice marketing. Une fille formidable, très intelligente. Elle lui ressemble un peu, Camille, dans sa façon de ne pas se laisser impressionner par l'argent. » Isabelle sourit. Il semblerait que le mariage heureux d'Étienne ait donné des idées à son frère. « Tant mieux pour lui, » dit Étienne sincèrement. « Il mérite d'être heureux. » Ils passèrent l'après-midi à discuter, à jouer avec Louise quand elle se réveilla, à partager un repas simple sur la terrasse. En fin de journée, Isabelle repartit pour Lyon, non sans avoir couvert sa petite fille de baisers et promis de revenir bientôt. Le soir, après avoir couché Louise, Étienne et Camille se promenèrent dans leur jardin. Les parfums de jasmin et de rose embaumaient l'air tiède. Au loin, les cloches de la cathédrale Sainte-Cécile sonnaient 8 heures. « Camille, » dit soudain Étienne en s'arrêtant près de la roseraie, « j'ai quelque chose à te dire. »« Encore un secret ?» plaisanta-t-elle, mais elle vit qu'il était sérieux. « Non, plus jamais de secret.
Il lui prit les mains. « Je voulais juste te dire que ces 2 dernières années ont été les plus belles de ma vie, que tu m'as appris ce qu'était le véritable amour, que grâce à toi, j'ai découvert que je pouvais être un bon mari, un bon père, un homme heureux. Étienne, laisse-moi finir. » Il caressa sa joue. « Je sais que notre histoire a commencé de façon peu conventionnelle. Mariage arrangé, mensonge, chantage. Mais regarde ce que nous en avons fait. Regarde notre fille, notre maison, notre amour. Nous avons transformé les erreurs du passé en bonheur du présent. » Et Camille sentait qu'il y avait une suite. « Et je voulais te demander si tu accepterais de renouveler nos vœux, ici, dans notre jardin, devant Louise et nos familles, pour célébrer ce que nous sommes vraiment devenus, un couple qui s'aime pour de vrai. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. « Oh, Étienne, c'est oui, murmura-t-elle, avant de l'embrasser passionnément. 2 mois plus tard, par une belle journée de septembre, ils renouvelèrent leurs vœux dans le jardin fleuri de leur maison d'Albi. Louise, dans une robe de demoiselle d'honneur miniature, éparpillait des pétales de rose en babillant joyeusement. Les familles et amis les plus proches étaient présents, témoins de cet amour qui avait triomphé de tous les obstacles. « Camille, » dit Étienne, en lui passant au doigt une nouvelle alliance gravée de leurs prénoms, « je promets de t'aimer avec vérité, de te soutenir dans tes rêves, et de construire avec toi un avenir digne de l'amour que nous partageons. »« Étienne, » répondit Camille, les yeux brillants de bonheur, « je promets de t'aimer pour ce que tu es vraiment, de partager tes joies et tes peines, et de créer avec toi une famille unie par l'amour véritable. » Alors qu'ils s'embrassaient, sous les applaudissements de leurs proches, Louise tendit ses petits bras vers eux en criant « Papa, maman !» d'une voix claire. Et dans ce jardin parfumé d'Albi, sous le ciel clément du Tarn, l'amour avait définitivement triomphé.